Bonjour à tous, je vous propose ce matin de suivre l'examen de la loi travail. Le projet de loi El Khomri est arrivé hier au Sénat pour 2 semaines d'examen. Hier, les communistes avaient déposé 2 motions pour couper court au débat et rejeter le texte. Ces motions ont sans surprise été rejetées, mais elles ont donné lieu à de nombreux échanges passionnés dans l'hémicycle, notamment la communiste Éliane Assassi interpellant Myriam El Khomri. La seule majorité qui vous soutient, c'est celle du Sénat. Pouvez-vous en être fière, Madame la Ministre, a donc lancé la sénatrice communiste à l'adresse de Myriam El Khomri. Et puis après la discussion générale, les sénateurs ont enfin commencé l'examen de l'article 1, mais seulement 5 amendements ont été examinés. C'est ce que je vous propose de suivre tout de suite. Nous reprenons la discussion du projet de loi considéré comme adopté par l'Assemblée nationale. En application de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, après engagement de la procédure accélérée visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs. Je vous rappelle que la discussion générale a été close. Nous passons donc à la discussion des articles. Avant l'article 1er, nous avons un amendement 180 rectifié. Monsieur Gors. Merci Madame la Présidente. Cet amendement a pour objectif non pas tellement de apporter une solution, une réponse au problème de l'emploi, ce serait évidemment trop simple. Il a pour objectif de rappeler ce que devrait être une priorité de l'action gouvernementale, c'est-à-dire faire reculer le chômage et donner la priorité aux secteurs les plus fragilisés. La politique qui est menée depuis 2010, de ce point de vue, ne peut que susciter des interrogations, et ce qui nous est présenté aujourd'hui plus encore. Lorsque l'on regarde l'impact des mesures budgétaires qui ont été prises depuis 2012, c'est-à-dire depuis le changement de gouvernement, depuis l'alternance, on s'aperçoit que le budget a eu un effet constamment négatif sur le taux de croissance. Les mesures qui ont été prises, mesures budgétaires, diminution de dépenses, augmentation des impôts, sont toutes traduites par un effet négatif sur l'activité. La responsabilité n'en incombe pas à ce seul gouvernement. Le gouvernement précédent a fait exactement la même chose. Il a même étouffé dans l'œuf la reprise qui était sensible à la fin 2010. Le problème, c'est que le prix à payer de cette politique contradictoire en zigzag, ou plus exactement qu'on pourrait qualifier de contracyclique, c'est-à-dire allant à l'opposé de ce qu'elle annonce, le prix à payer, c'est un chômage de masse qui dépasse des niveaux qu'on n'a presque jamais connus. Il y a naturellement un début de recul, et on peut tous que s'en féliciter, mais qui est hors de proportion par rapport à la situation que nous avons globalement à gérer au plan national et sur le terrain. Et donc cet amendement vise simplement à rappeler que la priorité d'un texte dans le domaine social aurait dû être, dans la situation où nous nous trouvons, de lutter contre ce chômage et peut-être d'abord de cibler la lutte contre le chômage dans les secteurs les plus fragiles, sur les territoires sur lesquels il atteint des proportions considérables. Pour ne prendre que l'exemple du territoire dont je suis l'élu, nous sommes dans un décalage total entre les moyens mobilisés et la réalité. Plus de la moitié des chômeurs sont des chômeurs de longue durée. Les moyens de Pôle emploi n'ont pas été augmentés. Et les mécanismes qui sont mis en place au niveau des zones d'emploi sont incapables de répondre à cette situation, puisqu'il n'y a pas de pilote dans l'avion des pics de l'emploi. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, mais ça ne s'est pas amélioré. Il y a autant d'interlocuteurs qu'on peut en souhaiter, régions, départements, chambres consulaires, territoires, évidemment l'État et Pôle emploi. Tous se mobilisent mais passent plus de temps à se coordonner, à se mobiliser qu'à agir. Il serait temps de prendre ce sujet des politiques territoriales de l'emploi véritablement à bras-le-corps pour mettre en place un dispositif resserré autour d'une autorité qui, autour d'objectifs clairs et en mobilisant les moyens disponibles, puisse atteindre les objectifs qui auraient été définis ensemble. Voilà l'objet de cet amendement, mais il exprime d'abord, Madame la Présidente, un désarroi par rapport à des priorités qui me paraissent totalement décalées par rapport à la réalité. Je vous remercie, chers collègues. Quel est l'avis de la Commission ? Merci Madame la Présidente. Alors la Commission n'a pas pu examiner ces amendements qui ont été diffusés après sa première réunion aujourd'hui. Bon, naturellement, la description que fait M. Gors de territoires qui effectivement sont frappés par le chômage de longue durée
Nous ne pouvons que le constater. J'ai en commun, en partage des territoires frontaliers avec lui, et nous partageons tous la volonté de lutter contre ce chômage de longue durée. D'ailleurs, notre Assemblée a adopté il y a peu une proposition de loi entre guillemets, zéro chômage de longue durée, qui vise à expérimenter sur un certain nombre de territoires, une dizaine de mémoires, un certain nombre de mesures innovantes. Donc je pense qu'on pourrait regarder comment vit ce dispositif. Et puis au cas particulier de l'amendement qui vise à créer notamment un commissaire en charge de la coordination de toutes les politiques de l'emploi, d'insertion et de formation. Il pourrait y avoir se poser un problème d'articulation aussi avec les CREFOP, qui ont pour but, au terme de la loi de mars 2014, d'unifier les politiques publiques, parce que vous avez bien évoqué le sujet d'unification et parfois le temps perdu par les différentes instances pour se coordonner. Mais donc, à ce stade, comme l'amendement pose encore beaucoup de questions et que la Commission n'a pas pu l'examiner, voilà, il n'y a pas d'avis de la Commission en tant que tel, mais à titre personnel, je demanderais plutôt le retrait ou à défaut un avis défavorable. Merci. Madame la ministre, je vous en prie. Merci Madame la Présidente. Je partage bien sûr la volonté et l'ambition de Monsieur le Sénateur Gors de mieux lutter contre le chômage, notamment contre le chômage de longue durée, dont je sais de nombreux territoires sont aujourd'hui et de nombreux de nos concitoyens sont confrontés. L'enjeu de l'amendement que vous déposez est de ajouter un commissaire en charge de la coordination des politiques de l'emploi. Il est évident, et je partage tout à fait votre souci, de cet enjeu de la coordination des politiques locales de l'emploi. C'est un enjeu que nous partageons bien évidemment avec Clotilde Walter et dans le cadre des visioconférences que nous faisons tous les mois avec les préfets de région. Nous les appelons justement à mieux travailler en commun et au-delà de ça, la meilleure coordination, je crois que l'enjeu de la loi NOTRe était justement de clarifier les compétences et nous avons eu aussi la loi de 2014 qui a permis d'instaurer les CREFOP. Donc nous avons aujourd'hui de nombreux interlocuteurs qui sont en train d'apprendre à travailler ensemble. Je partage votre souci et votre impatience, mais je ne partage pas votre avis qu'il faut un échelon de plus. Par ailleurs, dans le cadre du plan d'urgence pour l'emploi lancé par le président de la République le 18 janvier dernier, l'enjeu est à la fois, et nous le savons bien, sur de nombreux territoires, il y a des offres d'emploi non pourvues qui répondent bien souvent par un manque de qualification qui est mis en œuvre à 80%, et c'est ce que nous avons fait. Nous avons interrogé l'ensemble des territoires pour demander bassin d'emploi par bassin d'emploi, de répertorier les difficultés d'emploi. Alors il n'y a pas 400 000 offres d'emploi non pourvues. Je ne considère pas qu'une offre d'emploi non pourvue, quand on a un contrat de 2 heures par semaine, c'est une offre d'emploi non pourvue. Mais il y a certains secteurs, dans certains métiers où nous avons des difficultés à trouver en raison d'un manque de qualification. Et donc c'est pour cela que nous avons basé justement tout ce plan d'urgence à partir des besoins exprimés bassin d'emploi par bassin d'emploi. Et puis moi, ce qui me semble manquer dans le champ de l'emploi, c'est l'enjeu de l'expérimentation. C'est ce que nous avons tenté là à travers l'expérimentation du projet ATD Quart-Monde, territoire zéro chômeur de longue durée, voté à l'unanimité par cette instance et voté également à l'unanimité à l'Assemblée nationale. L'association est en cours de mise en œuvre et ce fonds d'expérimentation sera créé dans les prochains mois. Les appels à projets seront lancés avant l'été et je crois que par ce biais-là, justement, nous pouvons réinterroger aussi l'ensemble des politiques publiques mises en œuvre dans ce cadre-là. Donc même si je partage tout à fait votre avis, je ne crois pas que rajouter un échelon permettra d'y répondre. C'est pour ça que je vous propose un retrait, sinon un avis défavorable. Je vais maintenant passer la parole à Madame Lienemann qui veut parler pour explication de vote. Soutenir l'amendement de mon collègue Gors, à la fois sur la philosophie de cet amendement et sur les mesures concrètes qu'il préconise. La philosophie de cet amendement, c'est de dire que si on veut faire reculer le chômage, il faut à la fois des politiques macroéconomiques qui sont, à travers l'investissement, éventuellement aussi la relance du pouvoir d'achat, soutiennent des politiques de croissance et non pas, comme il l'a très bien décrit, avec des politiques contracycliques qui, au motif de soutenir l'offre, n'arrivent pas à faire décoller notre pays. La deuxième raison pour laquelle je soutiens cet amendement, c'est que du point de vue du traitement concret des volontarismes publics de faire reculer le chômage sur les territoires, notamment les plus touchés, mérite des outils particuliers
qui coordonnent et qui permettent d'être acteurs avec une vision d'ensemble des problèmes. Parce qu'on peut avoir en statistique manquer d'emplois qualifiés dans tel territoire, donc globalement en France, et de ne pas voir comment sur tel territoire on est en situation, par exemple, de former de manière astucieuse des gens pour répondre à ces vrais emplois. Ensuite, on se raconte beaucoup de bobards sur les emplois disponibles. Moi, j'ai vu dans une région où j'ai été chargée de la formation professionnelle, une masse d'emplois qui étaient des CDD très courts, qui étaient très peu renouvelés et se retrouvant avec des gens, on leur dit surtout forme-toi dans le bâtiment, et puis ils n'avaient pas de débouchés permanents avec des emplois stables dans ce secteur-là, en tout cas dans le territoire concerné. Donc ça, c'est aussi très important d'avoir cette coordination et ce volontarisme. Mais surtout, j'insiste sur un point de cet amendement qui sécurise les parcours. Puisque ce que demande M. Gors, c'est que tout chômeur de plus de 6 mois ait un bilan de compétences et qu'on l'accompagne dans son retour à l'emploi. Mais par ailleurs, il propose que quand on est chômeur de plus d'1 an, de longue durée, on bénéficie du statut de stagiaire de la formation professionnelle en ayant un accompagnement sérieux dans la durée de cette formation professionnelle. Et on passe son temps à nous parler des exemples nord-européens en matière de sécurisation de l'emploi. Si les gens qui sont chômeurs longue durée sont simplement au RSA, livrés parfois à leur découragement ou à leur insuffisance de formation, eh ben on ne règle aucun de ces problèmes. Donc sa proposition est un des maillons, notamment dans les secteurs soit ruraux, soit dans les périurbains, soit dans certains quartiers de banlieue. Cette politique volontariste de la puissance publique me paraît bien plus efficace qu'une flexibilisation accrue du travail. Monsieur Gors, vous souhaitiez prendre la parole? Oui, merci Madame la Présidente. Je pense que ce pays vit depuis quasiment le milieu des années 80 un drame qui est un chômage de masse qui n'a jamais diminué en dessous des 2 millions, 2,5 millions. Je crois qu'on est à peu près à ce niveau-là depuis le début des années 80. L'ensemble des gouvernements ont tous dit depuis cette époque qu'ils mettaient la priorité sur la réduction du chômage. Les politiques économiques qui ont été mises en place en comparaison de cet objectif, ont toutes été à l'opposé. C'est-à-dire qu'elles ont eu un caractère le plus souvent restrictif, à une exception près, la période 97-2002, notamment à travers des politiques très volontaristes comme la réduction du temps de travail. On aurait pu espérer que ce gouvernement, puisque c'est sa priorité, mette en place cette politique offensive en arrivant en responsabilité en 2012. Il ne l'a pas fait. Le CICE, l'impact sur l'emploi, on peut en discuter, mais j'ai évoqué surtout les mesures budgétaires. L'impact sur l'emploi qui est négatif et lui et sur l'activité est indiscutable. Mais on aurait pu imaginer alors, puisqu'on ne s'attaquait pas à la racine du mal, qui consistait à tenter d'éradiquer ce chômage de masse, qui est à l'origine de l'ensemble des difficultés que connaît notre pays, c'est-à-dire qu'il déstabilise la totalité de notre système social et de notre collectivité. Il est à l'origine de l'ensemble des problèmes que nous connaissons, même si le réduire ne résoudra pas l'ensemble de ces problèmes. C'est le chômage qui est à l'origine des problèmes que nous connaissons. On aurait pu imaginer alors que des actions fortes et volontaristes soient menées au moins sur les zones d'emploi les plus en difficulté. Ce n'est pas non plus ce qui a été fait. Et ce que je veux dire à travers cet amendement, c'est qu'on pouvait espérer que sur les territoires comme ceux que j'ai évoqués, les moyens soient mobilisés autour d'objectifs clairs et pas simplement pour décliner des politiques nationales. Lorsque l'on parle des emplois disponibles dans des secteurs comme ceux-là, ce sont pour l'essentiel, d'ailleurs Madame la Ministre, vous avez été obligée de le rappeler, ce sont pour l'essentiel des emplois saisonniers, des emplois temporaires, des emplois à très court terme, c'est-à-dire des emplois extrêmement instables qui n'apportent aucune sécurité aux personnes qui peuvent éventuellement les occuper. Sinon, il n'y a pas de perspective pour ces personnes, qu'elles soient jeunes non qualifiées ou qu'elles soient de plus de 50 ans. Nous avons de plus en plus de chômeurs de plus de 50 ans. Il serait donc temps de s'y attaquer d'une manière volontariste en mettant les moyens autour de cet objectif. Et pour suivre ces questions depuis maintenant près d'une vingtaine d'années, je suis stupéfait de voir que l'on ne se donne pas les moyens d'organiser les politiques territoriales de l'emploi autour de ces objectifs. On continue à pratiquer des politiques qui sont simplement la déclinaison d'orientations qui sont fixées nationalement sans se préoccuper des réalités locales. Je prends là encore un seul exemple sur les territoires que je connais à Pôle emploi. Pour à peu près une personne, un conseiller de Pôle emploi doit suivre à peu près 80 à 90 chômeurs en difficulté. Et si on parle de ceux qui ne sont pas classés comme en difficulté, on doit arriver à 200 ou à 250. Imaginez un peu le résultat que tout cela peut produire et surtout ce que peuvent ressentir les gens qui vivent cette situation. Merci, Monsieur Gors. La parole est à Monsieur Joyandet. Merci Madame la Présidente. Juste pour dire que je suis totalement d'accord avec les objectifs recherchés par notre collègue. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'il propose pour ça de créer une administration nouvelle. On est en plein dans ce que devraient faire les régions.
on avait que des régions, pardon, je ne vais pas polémiquer sur le sujet, mais enfin on n'avait que des régions du même parti politique jusqu'à l'année dernière. C'est dommage que les régions ne se soient pas mobilisées secteur par secteur. Et là, pour le coup, sur cet objectif-là, faire du cousu humain dans les territoires, c'est vraiment en plein le rôle des régions. On a les crédits de la formation professionnelle, on a la possibilité dans la loi d'avoir la main sur les politiques publiques. Moi, je pense que vous avez totalement raison en termes d'analyse et d'objectifs, mais laissons faire ça aux régions et ne créons pas encore des postes de fonctionnaires supplémentaires avec un préfet de plus par région qui va faire quoi? Qui va regarder les mêmes problèmes et qui va mettre en œuvre des solutions qu'on est capable de mettre en œuvre dans les régions. Il y a même des régions d'ailleurs qui ont expérimenté sur le sujet, donc il faut faire ça dans le cadre de nos collectivités territoriales. On a tout ce qu'il faut pour le faire. Merci, chers collègues. La parole est à Jean-Marie Van Larenberg. Oui, merci Madame la Présidente. Moi aussi, je suis tout à fait d'accord avec le diagnostic posé par notre collègue Gaëtan Gors. Je pense qu'il y a une multiplicité de dispositifs dans le domaine économique, dans le domaine aussi de l'emploi et de la formation professionnelle sur nos territoires. Le problème, c'est la coordination. Faut-il inventer effectivement un poste supplémentaire, comme vient de le souligner notre collègue Joyandet? Je ne crois pas. Je pense que les hommes existent. Vous avez à la fois les élus territoriaux, présidents de communautés d'agglo, présidents de communautés compétentes dans le domaine de l'emploi et du développement économique. Vous avez le préfet, les sous-préfets, les directeurs de l'emploi. Je veux dire, qu'attendons-nous pour coordonner tous ces dispositifs? Et je vous l'ai déjà dit, Madame la Ministre, prenez l'exemple simplement de des missions locales. Il y a une dizaine de dispositifs qui sont en contradiction parfois les uns avec les autres, qu'il faut absolument mettre en œuvre avec les dispositifs dont dispose la Pôle emploi et qui sont parfois en contradiction ou tout au moins en concurrence avec ceux du PLI, des plans locaux d'insertion. Qu'attendons-nous pour mettre tout le monde autour de la table? Moi, je l'ai fait dans mon secteur, avec le soutien d'ailleurs de la préfecture. Mais je pense que c'est un dispositif qu'il faut mettre en place dans tous les territoires, au plus proche effectivement des bassins d'emploi, pour pas dire pour épouser les bassins d'emploi. Et je pense que ce n'est pas pour autant que nous arriverons à créer de l'emploi, mais certainement à fluidifier le marché de l'emploi et à nous intéresser en priorité avec ceux qui sont le plus éloignés. Merci. Madame la ministre, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Permettez-moi de vous dire, je vous ai parlé du plan d'urgence pour l'emploi qui a été lancé le 18 janvier 2016. Nous avons justement signé une plateforme avec les régions en désignant directement les régions en termes de chefs de file s'agissant de la formation professionnelle. Nous avons signé des conventions entre Pôle emploi et les présidents de régions et notamment nous sommes partis bassin d'emploi par bassin d'emploi, regardant chacun quelles étaient les difficultés. Je ne parle pas des emplois saisonniers. Je parle de métiers des métiers de bouche sur lesquels nous n'arrivons pas à recruter, des métiers industriels sur lesquels nous n'arrivons pas à recruter. Moi-même, je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne crois pas qu'il y ait 400 000 à 500 000 emplois non pourvus dans notre pays. Mais quand je regarde ce que donne la DARES, c'est 180 000 à 200 000 emplois temps plein qui sont non pourvus. Ce sont les métiers de bouche, certains métiers industriels, certains métiers aussi dans la transition énergétique. Donc qu'avons-nous fait? Nous sommes d'abord partis depuis le mois de décembre avec un partenariat en lien avec les CREFOP, en désignant bassin d'emploi par bassin d'emploi parce que Pôle emploi s'est aussi modernisé en 2015 puisque nous avons créé 4000 conseillers entreprises dans les pôles emploi afin justement qu'elles jouent l'interface avec les entreprises et qu'elles aillent chercher les offres d'emploi qu'il n'y avait plus au sein de Pôle emploi. À partir de là, nous avons créé au sein de Pôle emploi le nouveau parcours du demandeur d'emploi. L'objectif de ce nouveau parcours, c'est, comme vous l'avez dit, certains demandeurs d'emploi qui sont des demandeurs d'emploi longue durée ou des jeunes en grande difficulté ont moins de personnes dans leur portefeuille pour faire cet accompagnement globalisé, qui est essentiel et qui permet de faire un bilan de compétences comme vous le suggérez. À partir de là, nous avons donc identifié les besoins, développé avec les CREFOP justement, et c'est tout récent, je vous parle de choses qui sont mises en place depuis le mois d'avril dans chacune des régions. Et aujourd'hui, ce plan 500 000 actions de formation supplémentaires avec le milliard d'euros que l'État a mis sur la table en plus dans ce cadre-là, vise justement non pas à envoyer des demandeurs d'emploi dans des stages parking quelque part, qu'on pourrait traiter comme cela, mais véritablement dans une idée de parcours
entre l'emploi et la formation, c'est-à-dire que de l'orienter en développant les préparations opérationnelles à l'emploi, parce que nous savons derrière qu'il y a un emploi, et bien souvent à temps plein, qui est juste derrière. Et puis par ailleurs, actuellement, nous sommes en train de retravailler sur la gouvernance des missions locales. C'est aussi une question essentielle entre l'UNML et le CNML, afin d'améliorer, dans le cadre du projet de loi égalité-citoyenneté, il y aura justement une commission pour l'insertion, afin de justement d'être beaucoup plus efficace sur le terrain. Donc nous avons bien sûr cette conscience, et puis en tant qu'ancienne secrétaire d'État à la politique de la ville, bien sûr que nous ciblons certains territoires, bien sûr que nous donnons plus de moyens à certains territoires, mais au-delà de ça, nous avons bien, dans le cadre des préfets égalité des chances, notamment dans les quartiers dits de la politique de la ville, il y a un partenariat renforcé justement, et il joue ce rôle de coordinateur, justement, s'agissant notamment des jeunes en situation de difficulté dans ces quartiers-là, en direction aussi des jeunes diplômés issus de ces quartiers, et également en développant les plis dans ces quartiers de façon coordonnée. Il y a en effet beaucoup d'acteurs, je ne suis pas là pour le nier ici, il y a beaucoup d'acteurs, mais ce que nous avons porté avec Clotilde Walter au moment du plan 500 000 actions de formation supplémentaire, c'est justement l'objectif de mieux faire de façon plus intelligente, en se coordonnant et en ayant une répartition très claire avec l'ensemble des partenaires. Merci Madame la Ministre. Je vais mettre aux voix l'amendement 180 rectifié qui a reçu un avis défavorable du gouvernement et un avis de Monsieur Lemoine de retrait. N'est-ce pas? Ou défavorable. Bien, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Article 1er. J'ai 3 demandes de parole. Madame Laurence Cohen, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Au moment d'aborder le premier article de ce texte, commentaire une évidence, le Code du travail est dégradé avant tout par les multiples dérogations. Ce sont elles qui, au fil du temps, l'ont rendu plus volumineux et de fait plus complexe. Avec ce projet de loi, vous affirmez, Madame la Ministre, vouloir simplifier le Code du travail. Or, il va instaurer une grande instabilité et une complexité excessive. La norme pourra en effet être différente dans chaque grande entreprise, même si elles appartiennent à la même branche d'activité. Quant à le rendre moins volumineux, il n'en est rien. Comme l'a démontré un collectif d'universitaires spécialisés en droit du travail, le texte réécrit connaîtra une augmentation de 27%. Cette deuxième refonte complète, après celle de 2008, n'apporte donc ni simplification, ni meilleure accessibilité du droit, malgré toutes les annonces médiatiques qui ont pu être faites en ce sens. Nous avons dit lors de la discussion générale que ce que vous proposez, c'est l'adaptation des êtres humains aux besoins du marché de l'emploi. Pensez-vous sincèrement qu'il s'agisse d'un progrès ? Il aurait fallu, au contraire, repenser le travail comme facteur d'émancipation humaine en créant des droits nouveaux pour protéger les travailleurs tout au long de leur parcours professionnel. L'article 1er pose les grands principes de ce projet de loi. Inversion de la hiérarchie des normes avec remise en cause du principe de faveur. Où sont donc les nouvelles libertés et les nouvelles protections pour les actives et les actifs ? Pourquoi n'avez-vous pas, par exemple, réécrit le Code du travail en supprimant les dérogations pour mieux encadrer les temps partiels, leur accorder les mêmes droits qu'aux salariés à temps plein? Pourquoi favoriser les grands groupes et pas les petites entreprises? Il y avait et il y a toujours un vrai travail à faire en leur direction. Enfin, écrire un code de travail favorable aux salariés, notamment en sécurisant les parcours de vie et en plaçant la démocratie au cœur de l'entreprise, c'est pour nous sécuriser les entreprises. Malheureusement, c'est l'inverse que vous faites et pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de cet article 1er. Je vous remercie. Merci Madame Cohen. Madame Annie David a aussi demandé la parole. Je vous en prie. Oui, merci Madame la Présidente. En complément des arguments de ma collègue Laurence Cohen, je dirais que cet article 1er est à l'image de l'ensemble de ce texte et qu'il n'a donc rien d'anodin, même si la mise en place d'une commission peut apparaître comme une volonté de dialogue et donc d'apaisement.
Cette commission, en réalité, dès sa première lecture, affiche haut la couleur, mettre hors jeu les principaux concernés, puisque les organisations professionnelles d'employeurs et syndicales de salariés y seront seulement associées, alors que c'est l'ensemble du Code du travail qui est atteint. Même si les travaux de la commission Badinter, puisque c'est comme cela qu'on la nomme, ont pu éclairer quelques-unes de nos concitoyens et concitoyennes sur ce qu'est le droit du travail, il ne nous semble pas utile de les graver dans le marbre de la loi, d'autant que l'article originel stipule: la Commission présente pour chaque partie du Code du travail l'intérêt d'accorder la primauté à la négociation d'entreprise ou à celle de branche. Autrement dit, le fondement de la réforme à venir se base sur ce que nous contestons, l'inversion de la hiérarchie des normes et l'abandon du principe de faveur, ce que la majorité sénatoriale appelle la place centrale de la négociation collective, et bien évidemment qu'elle ne remet pas en cause. Aussi, dès son article 1er, ce projet de loi veut nous imposer cette nouvelle norme en matière de droit du travail, ce que nous n'acceptons pas. Il constitue donc un symbole de l'autoritarisme qui prévaut dans l'organisation de l'examen de ce projet de loi. Enfin, Madame la Ministre, vous nous avez fait tout à l'heure la genèse de ce projet. Je voudrais, pour ma part, me contenter de la genèse de cet article 1er en vous rappelant un article paru sur le site du journal Le Monde le 12 mai 2015. Je cite « L'attitude d'Emmanuel Macron sur un amendement de l'UMP, c'était les Républicains d'avant, concernant la vraie simplification du Code du travail irrite déjà les syndicats. » En effet, dans la soirée du 7 mai 2015, la majorité sénatoriale a adopté un amendement ayant pour objectif de mettre en place une commission chargée de proposer dans un délai de 1 an un nouveau code du travail simplifié. Il s'agissait alors, à travers cette commission, d'accroître les possibilités de dérogation au dispositif du code du travail par un accord collectif. Madame la Ministre, vos services n'ont pas eu un gros travail d'élaboration pour cet article 1er, puisque vous avez repris une proposition de la droite sénatoriale guidée par le patronat. C'est sans doute votre conception du progrès social, ce n'est pas la nôtre, et c'est la raison pour laquelle nous demandons la suppression de cet article 1er. Merci Madame David. La parole est à Monsieur Gaëtan Gors pour le groupe socialiste et républicain. Oui, merci Madame la Présidente. Contrairement peut-être à ce qui pouvait donner le sentiment, le débat général, il y a beaucoup de sénateurs socialistes qui s'interrogent, Madame la Ministre, sur ce texte. Et d'abord sur ses finalités. S'il s'agit de servir l'emploi, on peut se poser de nombreuses questions, et en particulier l'étude d'impact ne nous éclaire pas beaucoup, puisqu'il y a juste 2 lignes sur le sujet. Mais s'il s'agit de servir l'emploi, ça veut dire qu'on adhérerait à l'idée que le Code du travail pèse lourdement sur les entreprises, peut-être presque lourdement que les charges sociales, et mettrait en difficulté leur capacité à se développer. C'est très exactement le contraire du raisonnement que la gauche, les socialistes, le mouvement syndical a toujours défendu, qui a toujours considéré que l'intervention de la loi et l'intervention de la loi protégeait le salarié, que c'est dans le cadre de la loi que devaient se concevoir ces garanties. Et que si la négociation devait tenir toute sa place, les principes devaient être fixés et déclinés par le législateur. Un vieux principe entre le fort et le faible, c'est la loi qui opprime et c'est la liberté qui opprime et c'est la loi qui affranchit. Nous restons attachés à cette idée. Et pour ce qui me concerne, avec beaucoup d'autres élus socialistes, je reste fier de ce que représente le Code du travail. Je ne suis pas dans le Code du travail bashing, comme on dit aujourd'hui. Je revendique au contraire cette somme d'efforts, de luttes, de compromis souvent, mais aussi de ruptures qui ont permis progressivement de construire notre droit social et notre droit du travail. Alors si l'objectif, c'est de faire de l'emploi en diminuant les garanties apportées aux salariés, je pense que nous ne pouvons pas y adhérer. La seconde remarque que je ferai, s'agit-il alors d'encourager la négociation collective? Mais quelle négociation collective? Puisque, au fond, cet article 1er, qui énonce dans la rédaction initiale du gouvernement les principes fondamentaux du droit du travail, ne faisait au fond que rappeler de manière très vague des principes déjà fixés et généraux et de mettre tout le reste à la négociation. Autrement dit, pour qu'il y ait une négociation, comme disait l'ancien responsable de FO, André Bergeron, il faut qu'il y ait du grain à moudre. Mais quel va être le grain à moudre pour les partenaires sociaux dans cette affaire? Puisque ce qui va être renégocié, c'est tout ce qui était acquis dans la législation du travail. J'aimerais comprendre au fond quelle est la logique de cette démarche de la part d'un gouvernement qui est censé envisager l'entreprise dans un esprit d'équilibre entre le patronat et les salariés. Puis troisième remarque, c'est le timing. Il est fondamental, il est surtout extraordinaire. On met en place une commission qui va réfléchir et remettre ses conclusions une fois que les élections présidentielles et législatives seront intervenues. On peut imaginer que cette majorité reste aux responsabilités, elle ne fait rien pour cela, mais enfin ça peut arriver. On peut aussi imaginer qu'elle change
Et dans ce cas-là, nous aurons donné à ceux qui vont nous succéder, ceux qui veulent, on le voit sur les bancs de la droite, alors eux, totalement remettre en question les principes du Code du travail, on leur a redonné une base et une légitimité pour le faire extraordinaire. On aura mis en place la commission, ils n'auront plus qu'à en recueillir les fruits. Merci pour les salariés, merci pour le droit du travail. À la fin, j'ai encore. Marie-Noëlle Lienemann a la parole. Oui, Madame la Présidente, mes chers collègues, c'est une vieille histoire ce débat sur la loi et le contrat, sur le niveau de la négociation de la commune locale ou de la négociation de branche ou nationale. C'est une vieille histoire qui sépare historiquement le droit anglo-saxon et le droit républicain français. Dans notre République, nous considérons que l'intérêt général, fixé par le cadre de la loi, le peuple souverain par ses représentants, est supérieur au contrat établi entre les parties. Et bien sûr, nous ne sommes pas contre le contrat, mais il doit s'inscrire dans une logique d'intérêt général. Pourquoi? Parce que les parties peuvent être d'accord à un moment donné au regard de la logique qu'ils développent. Maintenir dans une entreprise un emploi, dans une entreprise en difficulté, même si la voisine dans la même branche n'a pas les difficultés. Et on accepte, par exemple, ainsi de remettre en cause des acquis d'intérêt général qui est fixé par la loi et qui fixe notamment la hiérarchie des normes pour être sûr que la négociation n'entame pas l'intérêt général. Or, nous sommes en train de nous faire basculer vers l'idée que le droit du contrat est supérieur au droit républicain établi par la loi. C'est d'autant plus étonnant que ce débat que moi j'ai mené au Parlement européen avec mes amis sociodémocrates, qui pendant des années m'ont expliqué que, par exemple, ça valait mieux qu'il n'y ait pas de SMIC en Allemagne, parce qu'il valait mieux que les négociations des partenaires sociaux garantiraient mieux le salaire des ouvriers, des travailleurs, des salariés, que la négociation était meilleure pour eux que le droit. J'observe que tous ceux qui nous disaient ça sont en train de découvrir l'intérêt d'avoir une loi nationale qui fixe un SMIC national. Parce qu'ils ont découvert quoi? Que depuis la période de l'après-guerre où le rapport de force était favorable aux salariés, la période des 30 Glorieuses, le keynésianisme soi-disant dépassé, qui permettait le progrès social et la croissance et le développement économique, ils ont découvert que depuis la pseudo-mondialisation heureuse, le rapport de force était défavorable aux salariés et que s'il n'y avait pas la protection de la loi, tout y passait. Et que même le modèle social-démocrate, pour fort qu'il ait pu être dans les années 70, 80, voire 90, a été démantelé par ce rapport de force. Merci. Donc la loi est supérieure au contrat et la logique qui est mise en œuvre va totalement à l'inverse de cette philosophie républicaine. Merci beaucoup. Alors, l'amendement 40 est présenté par Monsieur Vatrin. Oui, alors un amendement de suppression, puisque le gouvernement avait initialement prévu d'organiser la réforme du Code du travail autour des 61 principes essentiels définis par le rapport Badinter, avec l'architecture du rapport Combrexel qui étant l'inversion de la hiérarchie des normes. Bon, finalement, le gouvernement a renoncé à maintenir la partie concernant ces principes essentiels et uniquement conservé l'inversion de la hiérarchie des normes, ce qui, au passage, fragilise encore les équilibres. L'article 1er prévoit qu'une commission d'experts propose au gouvernement une refondation du Code du travail à partir de cette nouvelle architecture. Nous refusons pour notre part que des experts prennent le pas sur les parlementaires et, si ce n'est décident, tout au moins préparent les règles à respecter dans les entreprises. Nous voyons bien d'ailleurs ici l'influence des technocrates de Bruxelles qui ont pris l'habitude de prendre les décisions à la place des représentants du peuple. Nous sommes pour notre part attachés à la souveraineté populaire et refusons ce dessaisissement des parlementaires. Nous sommes d'autant plus réservés que cette commission aurait pour objectif
de proposer une refondation du Code du travail visant, je cite, à simplifier les règles du Code du travail, protéger les droits et libertés fondamentales des travailleurs et renforcer la compétitivité des entreprises. Or, un rapport de l'OCDE de 2011 a pourtant démontré qu'il n'était pas possible, je l'ai dit tout à l'heure, d'établir de conclusion entre les règles en matière de droit du travail, d'une part, et la compétitivité des entreprises. En réalité, sous des prétextes tout à fait discutables, et notamment sous couvert de simplification, l'objectif principal est bien de supprimer le principe de faveur. Ce que vous n'acceptez pas en réalité, c'est que la loi fixe un minimum et que les accords collectifs et le contrat de travail ne puissent que l'améliorer. Ce principe de faveur ne peut être balayé d'un revers de main, ce n'est pas une option, un accessoire superflu, il est directement lié au lien de subordination pour en débattre si vous le voulez. Ce que vous proposez n'est pas une commission de simplification, mais plutôt une commission de déréglementation. Et pour toutes ces raisons, nous demandons effectivement, Madame la Présidente, la suppression de cet article. Je vous remercie. Quel est l'avis de la commission ? Alors, la commission a mis un avis défavorable sur la suppression de l'article, article qui a été réécrit dans un esprit néanmoins assez proche de celui qui était celui du gouvernement. Alors, vous évoquez le dessaisissement des parlementaires de leurs compétences législatives. Alors nous avons justement, dans le cadre de la réécriture, tenu à ajouter un certain nombre de dispositifs pour permettre au Parlement de jouer tout son rôle. Notamment, le président de la Commission sera entendu avant sa nomination par le Parlement. Par ailleurs, au plus tard, 6 mois après la promulgation de la loi, nous demanderons à la Commission de venir présenter l'état d'avancement de ses travaux devant les commissions compétentes du Parlement. Et puis surtout, cette commission, elle dépose des préconisations, mais après, vraiment, c'est au gouvernement, aux politiques, de s'emparer de ces conclusions et de proposer, lui, sa réforme. Et il reviendra au Parlement, à l'Assemblée nationale, au Sénat, de se prononcer sur cette réforme. Donc, effectivement, si dans un an, la majorité est une majorité communiste, eh bien, j'imagine que le contenu de la réforme et ce que vous reprendrez de la Commission ne sera pas la même chose que si les Français font confiance à la droite et au centre. Mais après, voilà, il nous revient à nous, responsables politiques, de faire des choix. Mais en tous les cas, la Commission ne peut pas préjuger des choix que nous ferons et le Parlement, à tout moment, reste naturellement aux commandes avec le gouvernement. S'agissant de l'inversion de la hiérarchie des normes, entre guillemets parce qu'en réalité, c'est la loi qui organise une répartition entre guillemets, des compétences entre les différents niveaux. Mais il y a bien un ordre public qui reste indérogeable. Et alors après, effectivement, on peut discuter de l'étendue de l'ordre public versus celui de l'accord collectif, mais on ne peut pas dire qu'il n'y ait plus de règles du tout. Et donc, nous avons d'ailleurs, dans la réécriture de cet article, prévu que la Commission présente pour chaque partie du Code du travail l'intérêt d'accorder la primauté à la négociation d'entreprise ou à celle de branche. Il se trouve que le prisme de l'article 2 sur le temps de travail, effectivement, consacre une logique de primauté pour l'entreprise. Peut-être que dans d'autres champs, dans la formation professionnelle, on ne peut pas préjuger. Peut-être qu'il ressortira que c'est plutôt la branche qui a un rôle à jouer. Et donc, vous le voyez, il n'y a pas de. C'est pour ça qu'on ne préjuge pas. Et en réalité, il est proposé donc là un travail pour éclairer, mais il nous reviendra à nous politiques après de prendre nos responsabilités. Et donc, pour toutes ces raisons, la Commission, je le redis, avait émis un avis défavorable. Si Madame la Ministre, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Je regrette que Madame la sénatrice Lienemann et le sénateur Gors n'aient pas été là tout à l'heure pendant la discussion générale, puisque justement on a rappelé les objectifs du projet de loi. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, justement, excusez-moi, je ne vous voyais pas tout à l'heure quand j'ai répondu à la discussion générale, mais ce que je voulais dire, c'est que je n'oppose pas et je n'ai jamais opposé le droit du travail et le droit au travail. L'objectif de ce projet de loi, c'est de développer la négociation collective, développer de nouveaux droits pour les salariés, notamment avec des parcours linéaires qui sont de plus en plus difficiles, avec des ruptures de plus en plus grandes, puisqu'on ne rentre plus dans une entreprise à 18 ans pour en sortir à 60 ans. Et puis, renforcer aussi les capacités d'adaptation de nos entreprises, leur donner plus de clarté et de visibilité. Donc l'enjeu de ce projet de loi, c'est d'encourager l'emploi durable. Voilà quelle a été mon expression tout à l'heure. Et bien sûr que la loi protège. Personne ne dit le contraire ici.
D'ailleurs, nous n'avons pas tout mis au niveau de l'entreprise, bien évidemment, que ce soit la durée légale, le salaire. Il y a 4 domaines que la branche aujourd'hui, auxquels l'accord d'entreprise ne peut pas faire moins. Les garanties collectives, la prévoyance, les fonds de la formation professionnelle et les classifications. Nous n'y touchons absolument pas. Donc nous avons bien conscience, nous ne faisons pas de faux procès ici, nous avons bien conscience que la loi protège et que ce que nous avons cherché, c'est quel est le niveau le plus pertinent. Et nous considérons en effet, vous parlez tout à l'heure de Bergeron, je l'ai cité tout à l'heure, il y a une certaine cohérence. Déjà, au moment des lois Auroux, ils étaient contre l'accord dérogatoire sur les contingents d'heures supplémentaires. Néanmoins, nous sommes passés de 2000 accords. En 1984, il y avait 4000 accords, pardon. Aujourd'hui, à près de 35 000. Pourquoi c'est inéluctable? Parce que le monde du travail change et que, en effet, le code du travail est gros parce qu'il y a eu à chaque fois besoin de mettre des dérogations demandées notamment par la partie patronale et que ce système-là est à bout de souffle et qu'aujourd'hui, donner la capacité aux acteurs au plus près de l'entreprise, parce que je rappelle qu'au moment des lois Auroux ou au moment des 35 heures, en 2001, je vous rappelle qu'on pouvait signer un accord d'entreprise même si on représentait même pas 5% en termes de représentation syndicale. Et l'accord à 30% est venu avec le changement, la loi de 2008 sur la représentativité syndicale. C'est pas pour rien qu'on mesure l'audience des syndicats dans l'entreprise. C'est pas pour rien également que nous avons, dans la position commune des organisations syndicales en 2001, qui disait bien qu'il fallait regarder quel était le niveau pertinent. Et nous considérons justement, en matière de temps de travail, que le niveau le plus pertinent, s'agissant de certains domaines, pas tous, le temps partiel reste au niveau de la branche, par exemple, dans ce projet de loi. Mais nous considérons que, justement, c'est le quotidien des salariés et qu'il convient, avec le verrou de l'accord de majoritaire, de permettre cela au niveau de l'entreprise. Par ailleurs, s'agissant, vous avez cité la loi Macron tout à l'heure sur la commission de refondation du Code du travail. C'est une des préconisations du rapport de Jean-Denis Combrexel. Je n'étais pas ministre du Travail à cette époque-là. Jean-Denis Combrexel, clairement dans son rapport, d'ailleurs indique que ça va être un travail assez titanesque qui va prendre entre 3 et 4 ans, il me semble, dans le rapport de Jean-Denis Combrexel. Et donc l'enjeu n'est absolument pas, et c'est pour ça que dans la proposition et dans le projet de loi qui était porté par le gouvernement, cela devait se faire à droit constant. C'était particulièrement important parce qu'il ne revient pas à une commission de refondation du droit du travail de faire évoluer le droit. Il convient de faire des propositions s'agissant du niveau le plus pertinent en matière de négociation collective et à partir de ces propositions, justement, après, de faire que le gouvernement et le Parlement prennent leurs décisions et modifient le droit s'il le faut. Donc c'est un avis défavorable. Merci beaucoup. Pour explication de vote, Monsieur Néry. Oui, Madame la Ministre, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Et pour le comprendre, les choses se font aisément. Or, Madame la Ministre, on a un code du travail qui est déjà très compliqué, qui est déjà très lourd, puisque parfois, lorsque dans les débats, on veut apporter des précisions, nous sommes obligés d'aller vers des articles duo quinquies et au-delà. Donc vous voyez bien que cette complication ne répond pas à la réalité et aux besoins et des entreprises et des salariés. Madame la Ministre, vous nous proposez un texte de 219 pages supplémentaires. Je ne crois pas que ce soit dans le cadre de ce que souhaite le gouvernement de simplifier. Alors, Madame la Ministre, moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'effectivement, on prenne le temps d'épousseter, de dépoussiérer le Code du travail, mais par la véritable négociation avec ceux qui sont concernés dans l'entreprise. La loi est là pour protéger, Madame la Ministre. On n'est pas dans le monde, excusez-moi du terme, des bisounours. La vie dans l'entreprise est souvent un affrontement. Et de cet affrontement a pu jaillir, et a jailli souvent, de progrès social. Alors, Madame la Ministre, moi je crois qu'il faut garder raison. Et pour garder raison, c'est prendre le temps de la discussion. Pour ma part, je considère qu'on pourra en discuter plus profondément, l'article 2 sera là pour ça, mais quand on connaît un peu l'entreprise, quand il s'agit de discuter dans des petites entreprises, entre l'ouvrier, les ouvriers et le patronat, eh bien écoutez, excusez-moi, mais dans de nombreux cas, certains ouvriers, parce qu'ils ont la crainte du lendemain,
et parce que ce ne sont pas toujours des lendemains qui chantent lorsqu'on s'est opposé au patron, eh bien, ils n'osent pas s'engager et dire non au patron. Et c'est ce qui permet effectivement, quand on a un accord de branche, de garantir un niveau de protection sociale et de progrès social au monde salarié. Et madame, c'est la base du mouvement socialiste français. Merci, Monsieur Néry. Madame Lienemann a la parole. Chers collègues, on nous demande de simplifier le Code du travail et on nous propose de faire une commission. Mais il n'y a pas besoin de loi. On veut simplifier la loi. Ben, faisons déjà dans la loi ce qui doit être dans la loi. Créer une commission parlementaire pour travailler à la réforme du Code du travail, quel sens ça a? Si ce n'est que pour dire la porte est ouverte pour une remise en cause du Code du travail. Deuxièmement, on nous dit le Code du travail français est complexe. Mais si vous comparez les codes du travail étrangers avec la jurisprudence, parce que moins vous avez de lois uniformes, plus vous avez de jurisprudence par les mécanismes d'arbitrage ou par des mécanismes juridiques. Et troisièmement, est-ce que c'est plus simple pour le salarié? Vous changez d'entreprise, en plus, comme il y a de plus en plus de précarité, vous changez souvent d'entreprise. Ah ben vous changez d'entreprise, vous n'avez plus tout à fait les mêmes calculs pour vos heures supplémentaires. Vous ne serez plus rémunéré de la même façon tous les 6 mois ou tous les 2 ans parce que vous aurez changé d'entreprise. C'est un véritable maquis. C'est un maquis. Et donc déjà, si notre code du travail est complexe, c'est qu'on met à longueur de journée des dérogations. Mais si ces dérogations ne sont pas encadrées par la loi, elles seront encore plus un maquis dans la vie quotidienne. Donc, il n'y a pas besoin d'un article pour dire qu'on crée une commission. 2, l'urgence, elle est un travail approfondi sur d'autres mutations. Oui, la France doit réfléchir à comment elle organise la démocratie sociale pour faire la transition 4.0. Comment on va rentrer dans l'ère du numérique? Et là, on devra avoir des négociations interprofessionnelles par branche, voire par entreprise. Parce qu'il y a des endroits où j'aimerais bien qu'il y ait une négociation pour savoir combien va être investi dans l'entreprise pour engager les indispensables mutations. Donc oui, il y a besoin de la négociation, mais il n'y a pas besoin que ce soit dans un cadre qui diminue les standards sociaux. Elle doit ouvrir le champ de la négociation sans remettre en cause des acquis fondamentaux. Et troisièmement, il n'est pas vrai qu'on va simplifier le code avec des possibilités de convention entreprise par entreprise. Ça va ne faire que compliquer, outre le fait que, vous le savez bien, ça va ouvrir la boîte de Pandore du dumping social. Merci, Madame Lienemann. Je vais mettre aux voix l'amendement 40. J'ai été saisie d'une demande de scrutin public par le groupe communiste républicain et citoyen. Je vous rappelle que l'avis de la commission est défavorable, ainsi que l'avis du gouvernement. Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin sera ouvert dans quelques instants. Résultat du scrutin numéro 245 sur l'amendement numéro 40. Nombre de votants 341, nombre de suffrages exprimés 330, pour l'adoption 23, contre 307. Le Sénat n'a pas adopté. Amendement suivant, le 455 rectifié, Monsieur Vatrin. Et l'article 1er prévoit une refondation du Code du travail afin officiellement de le moderniser. Or, sous couvert de modernisation et de simplification, cette rédaction consiste en une diminution des droits des salariés. Cette dynamique-là est totalement contraire au mouvement dans lequel s'est inscrit le droit du travail depuis le XIXe siècle, se développant pour protéger les salariés engagés dans une relation de subordination avec leur employeur. Ce n'est pas un retour en arrière sur des droits chèrement acquis qui peut permettre la mise en place d'un code du travail du XXIe siècle, mais bien la prise en compte des défis d'aujourd'hui, comme la révolution numérique, la formation des salariés tout au long de leur vie ou la sécurité sociale universelle. Ces progrès ne pourront se faire, comme vous le proposez, à travers une commission d'experts non élus. Le nouveau Code du travail doit être élaboré par des représentants de la nation et de toutes les personnes qui participent à sa richesse et à sa vitalité à travers la mise en place d'états généraux pour un Code du travail du XXIe siècle.
Ils permettront à celles et ceux qui vivent le monde du travail au quotidien, qui le comprennent en y étant confrontés, qui sont les premiers concernés par le Code du travail, de s'exprimer. Leurs propositions seraient ainsi relayées par des représentants élus, permettant ainsi la rédaction d'un Code du travail réellement moderne. À l'heure où des centaines de milliers de personnes se mobilisent pour défendre leur vision du travail, à l'heure où des mouvements réclamant plus de participation dans la prise de décision politique se multiplient, vous ne pouvez continuer à ignorer les fondements et les principes démocratiques en confiant à une assemblée de technocrates la refondation du Code du travail, d'où notre amendement. Je vous remercie. Monsieur Lemoine, quel est l'avis de la commission ? Oui, la commission a émis un avis défavorable. Sur le désistement des parlementaires, j'ai répondu auparavant. Les États généraux, c'est nous. Voilà, la commission travaille, le gouvernement en fera ce qu'il souhaite et nous aurons à nous prononcer. Donc voilà, avis défavorable, comme pour le précédent amendement. Merci. Quel est l'avis du gouvernement, Madame la ministre ? Défavorable. Je mets aux voix donc l'amendement 455 rectifié qui a reçu 2 avis défavorables. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Il n'est pas adopté. Le 181 rectifié bis. Monsieur Gors, Madame Lienemann, Monsieur Gors. Oui, Madame la Présidente. J'essaie de comprendre la logique qui nous amène à discuter d'un tel texte. J'ai évoqué tout à l'heure l'enjeu de l'emploi. Je n'ai pas vu le rapport immédiat, bien que ce soit la priorité de nos concitoyens. Il y a d'autres priorités, évidemment, qui peuvent être envisagées par rapport à l'évolution du monde du travail. Pas l'ubérisation, dont on nous rabat les oreilles. Si on regarde la part des emplois correspondant à ce type de situation, ils progressent peut-être relativement vite, mais pour un volume qui reste extrêmement limité. Et si demain la perspective est de considérer que nous aurons une ubérisation du monde du travail, c'est une perspective qu'il vaut mieux éviter, mais en tout cas, elle n'est pas, à l'horizon qu'on peut se fixer, très crédible. En tout cas, elle ne correspond pas à l'évolution, y compris aux États-Unis, de ce que l'on peut observer. Est-ce que c'est, d'une certaine manière, la progression de la précarité ? Ça, c'est ce à quoi on assiste de manière systématique. On nous dit que notre marché du travail manque de flexibilité. Si on regarde au contraire le recours aux contrats atypiques, aux formules de temps partiel subies, et même maintenant au détournement très systématique du statut d'auto-entrepreneur, j'ai des tas d'exemples en tête et que je pourrais éventuellement vous fournir. Oui, ça progresse. On pourrait imaginer que notre priorité soit peut-être de freiner ce mouvement. Mais s'il s'agit de se placer dans une perspective, alors tournons-nous vers les vrais enjeux qui sont ceux du monde du travail. Le premier d'entre eux, c'est la transformation des métiers qui est liée à l'évolution des techniques, à la modification de l'organisation du travail. Ça devrait occuper notre gouvernement et notre majorité pour essayer d'adapter des solutions. C'est le sens de la proposition qui est faite, comme d'autres qui suivent, en indiquant que nous risquons de rendre obsolète toute une série de compétences dans de très nombreuses entreprises, du fait de l'évolution des techniques, des savoir-faire, l'arrivée du numérique, et que manifestement les entreprises, malgré un certain nombre de dispositifs existants, ne prennent pas à bras-le-corps ce sujet, encore moins malheureusement les branches professionnelles, c'est pourtant ce qu'elles devraient faire. De la même manière, nous avons une vraie difficulté par rapport à la situation de notre économie du fait de l'insuffisante qualification de nos salariés. Ce sont deux problèmes évidemment qui sont très voisins. Mais comparativement à d'autres pays d'Europe, à commencer par l'Allemagne, nous avons un niveau de formation des actifs qui est inférieur à la situation, ce qui explique nos difficultés. Ce texte a l'air d'être bâti sur l'idée qu'au fond, les lois du travail, le code du travail, le coût du travail, là aussi c'était le CICE, serait à l'origine de nos difficultés. Mais l'origine de nos difficultés, c'est que nous ne créons pas assez de valeur ajoutée, c'est que nos salariés n'ont pas été assez formés, c'est que l'obligation d'adaptation qui est mise à la charge des entreprises n'est pas suffisamment mise en œuvre et que nous n'avons pas une dynamique. Donc, si nous voulons avoir une action offensive en faveur de l'emploi et pousser la négociation, alors il faut pousser la négociation dans ces domaines. Il faut que l'État mette tous ses moyens pour que ces négociations soient mises en œuvre et aboutissent. Monsieur Gors, quel est l'avis de la commission, monsieur le rapporteur ? Alors, la commission a émis un avis défavorable.
partageons le constat effectivement de cette mutation accélérée de l'économie, de ce besoin de formation professionnelle, de formation tout court, car désormais, effectivement, on le sait, on va changer souvent, plus souvent dans une même vie d'emploi, de mission. Et le texte commence à apporter un début de réponse avec ce CPA qui, notamment, agrège les droits du compte personnel de formation, qui, a mis effectivement un peu de temps à décoller parce que on a vu que le système avait peu de dossiers validés au début, mais voilà, ça prend sa vitesse de croisière petit à petit. Et donc nous estimons que intégrer dans l'article 1er, dans le dur de la commission, toute ce paragraphe sur les périodes de professionnalisation n'est pas forcément le bon endroit. Mais c'est vrai qu'il y a un sujet qui se pose, que le projet de loi commence à le traiter, même si la réponse n'est pas parfaite. Voilà, donc avis défavorable. Madame la ministre, je vous en prie. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Monsieur le sénateur, je voulais vous dire que la préoccupation que vous exprimez dans votre amendement est tout à fait légitime. Et que la loi y répond déjà largement. En l'espèce, je veux parler de la loi du 5 mars 2014 qui a, à travers une réforme importante de la formation professionnelle, modifié profondément les obligations des employeurs et les a renforcées, a aussi rendu obligatoire la négociation par les entreprises de plus de 300 salariés d'accords de GPEC, et c'est de gestion prévisionnelle des effectifs et des compétences, avec un objectif d'engager des négociations pour justement anticiper et préparer les mutations auxquelles vous faites référence, qui correspondent effectivement, qui sont effectivement au cœur des préoccupations des acteurs économiques, mais aussi des partenaires sociaux sur l'ensemble du territoire. Et d'ailleurs, cette préoccupation est prolongée dans les régions à travers les instances que met en place cette loi du 5 mars, les CREFOP dont nous avons parlé tout à l'heure, coprésidée par les préfets et les présidents de conseils régionaux, qui associent les partenaires sociaux et qui déclinent d'ores et déjà cette préoccupation dans les territoires en poussant les entreprises, effectivement, ce qui est nouveau, à réfléchir à l'évolution de leurs besoins en compétences, à avoir cette réflexion et ce travail au niveau territorial et avec le fait que les branches sont là, présentes, avec une responsabilité qui leur est dévolue, d'agir en ce sens. Donc, c'est pour cette raison, Monsieur le Sénateur, que nous émettons un avis défavorable à votre amendement, qui est d'ores et déjà satisfait par la loi de 2014, dont l'application a commencé l'année dernière, en 2015, et qui se prolonge et se poursuit. Et d'ailleurs, la loi du 5 mars définissait un cadre. Tout à l'heure, Myriam El Khomri a évoqué le plan 500 000 formations qui se décline dans ce cadre-là et qui, là aussi, permet le plein déploiement de ces outils que sont le compte personnel de formation, que sont le conseil en évolution professionnelle. Tout ça est un tout cohérent qui s'applique depuis plus d'un an déjà et qui répond à la préoccupation que vous exprimez. Merci beaucoup. Madame Lienemann. J'entends bien ce que dit Madame la Ministre, et il est vrai qu'il y a eu des progrès pour essayer d'améliorer l'accès à la formation professionnelle. Mais on voit bien que là où nous en sommes dans le débat sur la nécessité de repenser notre code du travail pour l'adapter au monde contemporain, et je ne l'espère pas pour faire réduire les droits des salariés, il est fondamental qu'il y ait une forme de révolution culturelle qui soit inscrite dans nos textes. Et dans cette révolution culturelle, il y a l'impérative nécessité de former tous les salariés, et en tout cas dans certaines branches, ça devient extrêmement urgent, de les former et de réfléchir aux mutations technologiques qui s'engagent. On sait que c'est la garantie de pouvoir accompagner ces mutations technologiques. Et on a assez les uns et les autres l'expérience de dispositifs possibles. À ça, il y a autant qu'un évêque peut en bénir de dispositifs de formation.
Sauf que manque de chance, bilan des courses, eh ben, personne s'en saisit, ça ne marche pas, il y a toujours plein de choses et plein de gens qui passent à travers les trous de la raquette. Donc là, il s'agit de dire des choses simples. Dans la révision du Code du travail, nous considérons que la question d'avoir automatiquement des stages de professionnalisation pour accompagner les mutations technologiques dans les branches les plus concernées doit devenir une systématisation. Et ça, c'est une révolution culturelle qui va dans le sens de la sécurisation du travail et de l'amélioration de notre compétitivité. Monsieur Gaëtan Gors. Oui, deux remarques. D'abord, par rapport à ce que nous disait notre rapporteur, et notamment la mise en place de dispositifs comme le CPA, le DIF, ces différents dispositifs, ils ont une caractéristique, c'est qu'ils sont individuels. Et que le salarié se retrouve avec ces dispositifs, évidemment sans doute avec une possibilité de l'utiliser s'il sort de l'emploi, mais quand même dans une très grande précarité lorsqu'il doit mettre en œuvre. C'est vraiment un encadrement collectif de ces dispositifs dont on a besoin pour qu'ils soient efficaces à l'échelle de l'entreprise et mieux encore à l'échelle de la branche. Et si on fait allusion de ce point de vue à la mise en place de l'obligation de négocier sur la gestion prévisionnelle, elle ne date pas de 2014-2015, elle date de 2005. Cette obligation de négocier, elle a été modifiée par la loi de 2015, mais si mes souvenirs sont exacts, parce qu'une loi dans laquelle j'ai été amené à intervenir à l'Assemblée nationale date de 2005. Le bilan qu'on peut faire de cette situation, j'aimerais qu'on fasse celui de 2014 évidemment, mais le bilan qu'on peut faire depuis 2005 est quand même extrêmement fragile. D'abord parce que le niveau de l'entreprise ne me paraît pas être le bon niveau. Je pense que c'est au niveau de la branche qu'il faut l'envisager. Et ensuite, parce que ça doit reposer sur un véritable volontarisme, c'est-à-dire qu'il faut mettre les moyens adéquats pour que les objectifs de négociation et de résultats soient atteints. Parce que nous allons vers une situation, enfin on le sait tous, sur le terrain, ceux qui perdent leur emploi et qui sont les moins adaptés, les moins qualifiés, ont très peu de chances d'en retrouver. Le niveau de chômage est directement corrélé à cette situation. Et les entreprises, parce qu'elles sont soumises à d'autres préoccupations, ne consacrent pas suffisamment, et les branches en particulier, ne consacrent pas suffisamment de moyens à cet objectif-là. C'est valable aussi pour le grand plan de formation et de qualification qui figure dans un autre amendement que j'ai déposé, que Jacques Delors doit réclamer depuis une vingtaine d'années. Jacques Delors, qui disait d'ailleurs dans un petit bouquin qu'il a coécrit avec Cécile Amar, une journaliste, en tout cas il répondait à ces questions, que vu la façon dont la majorité se déplaçait, il était maintenant à gauche de la majorité, alors qu'auparavant il était classé à droite. C'est dire, lui n'a pas bougé. Et lui considère effectivement que la négociation sociale, elle se passe d'abord avec une intervention de l'État, que le progrès social conditionne le progrès économique, et pas le contraire. Ceci était une incidente facile, mais que je ne pouvais pas éviter de faire. Toujours est-il que ces questions qui sont fondamentales ne sont pas traitées avec suffisamment de volonté. Elles sont évoquées, et comme sur toutes les questions de l'emploi depuis 20 ans, elles font l'objet de magnifiques discours de l'ensemble des ministres, y compris d'ailleurs des partenaires sociaux, dont les accords sur le sujet sont régulièrement annoncés et réalisés de manière insuffisante. Il faut prendre ce projet à bras-le-corps, et c'est le rôle de l'État de le faire. Madame Mani David a la parole. Oui, merci Madame la Présidente. Simplement pour aller dans le sens de ce que viennent de défendre nos collègues concernant cet amendement, en effet, et ce n'est pas le président Carucci qui me contredirait, puisqu'avec la délégation à la prospective, il nous a donné l'occasion d'entendre Monsieur Robin Rivatan, qui nous a longuement parlé de la révolution numérique et de la perte d'emploi. Vous féliciterez votre collègue Roger Carucci, puisque c'est grâce à lui que nous avons pu l'auditionner. Et en effet, j'ai partagé beaucoup du constat de ce qu'il nous a présenté, et notamment sur les difficultés de la formation et sur la nécessité à ce que les salariés d'aujourd'hui puissent dès à présent se former pour répondre aux besoins des emplois de demain suite à cette fameuse révolution numérique qui va voir disparaître quand même un grand nombre de nos emplois d'ici quelques années. Donc nous serons favorables à l'adoption de cet amendement, même si, vous l'aurez remarqué, il concerne l'article 1er et nous souhaitons pour notre part la suppression de cet article 1er, mais notre amendement n'a pas été adopté et pour le moins il nous semble intéressant d'apporter des améliorations à l'article 1er qui va rester dans la loi, notamment avec cet ajout qui dit adapter le Code du travail aux mutations de l'économie en pérennisant les périodes de professionnalisation. Je pense que là, oui, on va dans le sens du progrès social et dans le sens de la prise en compte des besoins des salariés pour pouvoir se maintenir dans l'emploi et même évoluer dans leur emploi. Et évidemment, le complément concernant la formation professionnelle nécessaire et, je dirais, pour ma part obligatoire, eh bien, nous ne pouvons que le soutenir. Donc, bien qu'il s'agisse de l'article 1er, nous viendrons
en soutien à cet amendement. Madame David, Monsieur Cadic a la parole. Oui, juste en réaction aux propos de Monsieur Gors, pour simplement lui donner un petit éclairage et une information. Là où je vis au Royaume-Uni, la formation professionnelle, effectivement, la formation se fait au niveau de l'entreprise. Et vous avez dit qu'il vaut mieux que ce soit fait au niveau de la branche qu'au niveau de l'entreprise. Et on a le Cercle d'Outre-Manche, qui est un think tank spécialisé dans les comparatifs entre les législations des deux côtés de la Manche, dont l'étude a été partagée lorsque la délégation aux entreprises du Sénat est venue à Londres, qui démontre qu'en fait, eh bien, le dispositif est différent, mais on se rend compte que finalement, il y a plus de salariés qui reçoivent un niveau de formation professionnelle en ayant justement cet accompagnement au niveau de l'entreprise et cette décision au niveau de l'entreprise qu'au niveau de la règle de branche. Voilà, donc simplement un éclairage pour vous mettre en perspective ce que vous aviez dit. Merci, Monsieur Cadic. Je vais mettre aux voix l'amendement 181 rectifié bis de Monsieur Gors, qui a reçu 2 avis défavorables. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Monsieur Gors, vous avez aussi l'amendement 182 rectifié bis. Oui, je voulais faire part à la Commission, à son rapporteur, son excellent rapporteur, de la surprise qui est la mienne au regard de la rédaction qu'il a choisie. Pour avoir énoncé un ensemble de critiques à l'abord du texte gouvernemental, je ne peux pas laisser passer la formulation que vous avez retenue, qui consiste au fond à subordonner l'évolution de la négociation et l'évolution du droit social à des objectifs qui sont des objectifs de compétitivité. On a la faiblesse de penser, en tout cas tous ceux qui ont contribué dans l'histoire à faire évoluer le droit du travail, que le progrès social était la condition du progrès économique. On peut considérer que c'est le contraire. Mais le droit du travail, il est conçu d'abord pour servir à rééquilibrer le rapport entre le salarié et le chef d'entreprise. Il est d'abord constitué pour favoriser la protection de sa sécurité, favoriser la prise en compte de préoccupations d'hygiène, équilibrer la situation en termes de négociation, garantir les droits fondamentaux. Il n'est pas fait d'abord pour garantir la compétitivité. Je propose donc qu'on retire cette disposition et qu'on la remplace par une disposition qui fait allusion à ce qu'est normalement la vocation du droit du travail, c'est-à-dire garantir aux salariés des droits à partir desquels il peut justement, dans l'entreprise, exercer son activité, se montrer peut-être du coup plus productif parce qu'il est en sécurité, donc contribuer au progrès économique, mais ce n'est pas sur le contraire qu'on doit fonder le droit du travail, sinon ce serait, peut-être que c'est votre intention pour la suite, et que ça nous donne des indications sur la manière dont on pourrait concevoir les choses après les prochaines élections, si elles devaient vous être plus favorables. En tout cas, ce n'est pas du tout cette logique dans laquelle nous souhaitons nous placer. Bien, Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Alors, en réalité, la notion de renforcer les garanties des salariés, nous, on la comprend dans le petit 2 de la refondation. Je cite le texte. On parle de protéger les droits et libertés fondamentales des travailleurs. Donc, pour nous, c'est clairement affirmé là. Et par ailleurs, justement, l'objectif de renforcer la compétitivité dans les entreprises vient en 3. Donc, c'est-à-dire qu'on met bien en 2 avant cette notion de droit et liberté fondamentale des travailleurs. Donc voilà, les 2 objectifs ne sont pas antagonistes. Et par ailleurs, l'amendement tel que vous le proposez, en fait, propose plutôt de supprimer le petit 1 qui vise à simplifier les règles du Code du travail et non pas le petit 3 qui est le renforcement de la compétitivité. Mais donc la Commission a émis un avis défavorable. Maintenant, une petite appréciation que je peux avoir après le début de ce débat, c'est que vous évoquiez Jacques Delors, qui n'avait pas bougé et qui maintenant se considère comme à la gauche de la gauche, mais nous non plus, nous n'avons pas bougé. Et en réalité, le texte d'aujourd'hui s'inscrit dans une philosophie qui est celle de notre loi de 2004, de notre loi de 2008. Donc si vous n'avez pas bougé, si je n'ai pas bougé, je considère qu'effectivement le gouvernement a bougé, est venu sur nos lignes. Et écoutez, nous, on s'en réjouit. On considère que c'est une prise de conscience un peu tardive, mais salutaire sûrement pour la France. Et donc c'est pour ça que nous accompagnons le mouvement, que nous avons réécrit cet article 1er dans ce sens et que nous ne souhaitons pas à ce stade réserver une suite favorable à votre amendement parce que nous considérons qu'il est en partie satisfait. Voilà.
Bien, quel est l'avis du gouvernement, Madame la Ministre? Merci Madame la Présidente. Je vous rassure, hein, Monsieur le rapporteur, nous sommes sur notre propre ligne, qui est une ligne social-démocrate. Et d'ailleurs, par rapport au projet de loi que vous proposez, notamment, nous considérons en effet que des choses doivent rester très importantes au niveau de la loi, comme la durée légale du travail. Et je crois que votre projet le montre très différemment. Non, le droit du travail, en effet, dans sa conception même, elle porte en elle la protection du salarié. Et donc, il est nullement question de mettre en cause cela à travers le projet de loi que nous portons. L'enjeu, c'est de laisser la capacité de s'adapter pour mieux répondre aux mutations, et être beaucoup plus réactif, et ce par la possibilité de laisser plus de place à la négociation. C'est ça l'enjeu. Et s'il n'y a pas de négociation, c'est le droit actuel qui s'applique. Et donc la refondation laissera une place centrale à cette négociation collective. Quand on parle de négociation collective, c'est autant au niveau de la branche que de l'entreprise. Après, c'est à chacun de trouver le niveau le plus pertinent. Mais c'est par la négociation collective que sont aussi garantis les droits des salariés. Dans la mesure où nous avons le projet du gouvernement est différent de celui qui est porté par la Commission des affaires sociales, puisque nous souhaitons que la Commission propose une réécriture à droit constant. À partir du moment où nous souhaitons qu'elle réécrive à droit constant, je ne crois pas nécessaire de détailler une liste d'objectifs, justement, qui éloigneraient du droit constant. Et donc, je ne suis pas favorable à la proposition de la Commission des affaires sociales. Et donc, je suis défavorable à l'ensemble des amendements qui visent à remettre des objectifs s'agissant, puisque pour moi, ce n'est pas à la Commission, justement, de faire évoluer le droit. Ça, c'est le travail des parlementaires. Bien, je vais mettre aux voix l'amendement 182 rectifié bis, qui a reçu 2 avis défavorables. Qui est pour? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 100, 13, 14, 15. Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Madame la ministre, ou mesdames les ministres, mes chers collègues, je vous propose de prolonger notre séance jusqu'à 0h30 afin de poursuivre l'examen de ce texte. S'il n'y a pas d'observation, non, bon, il en est ainsi décidé. Monsieur Gors, vous avez l'amendement 183 rectifié bis. Oui, je le défendrai avec le suivant, puisqu'ils vont ensemble en réalité. Je partais d'un constat, donc je n'insisterai pas, qui est l'insuffisance du niveau de formation global dont ont bénéficié les actifs. C'est lié évidemment à un système scolaire qui a mis très longtemps à contribuer à favoriser l'élévation globale du niveau de formation. C'est lié aussi à l'attitude d'entreprise qui développe assez peu la formation ou bien la centralise au bénéfice de ceux qui sont déjà formés, et que malgré de multiples réformes, situation qu'on n'a pas réussi à inverser, y compris d'ailleurs via les accords signés par les partenaires sociaux qui, sur ce sujet, ne me paraissent paradoxalement pas forcément les mieux qualifiés pour aboutir à des résultats, puisqu'à chaque fois, les solutions qu'ils préconisent sont des solutions qui consistent à conforter, avec quelques rares amodiations, le statu quo. Alors sans doute faut-il remettre l'ouvrage sur le métier en la matière, parce que c'est un enjeu considérable, et c'est le sens des 2 amendements, celui-ci et le suivant. Le suivant rappelle donc la nécessité de lancer ce grand plan de qualification et de formation qui permettrait d'amener un certain nombre de salariés à élever leur niveau de formation dans le cadre de la négociation collective, car c'est dans le cadre de la négociation collective qu'on doit l'envisager. J'ai exprimé tout à l'heure mes plus expresses réserves sur l'efficacité des dispositifs individuels, qui nous donnent le sentiment de répondre en donnant des droits spécifiques aux personnes, aux situations dans lesquelles elles se trouvent, puisqu'elles sont amenées à évoluer, mais qui en réalité se traduit sans doute par une liberté supplémentaire, mais dont la plupart des salariés, lorsqu'ils ont perdu leur emploi ou dans l'entreprise, ne peuvent pas user, parce qu'ils n'ont pas les éléments, les outils à partir desquels ils peuvent le faire. C'est une démarche qui doit être menée à une échelle collective. Et s'introduit dans ce dispositif une disposition supplémentaire qui a été expérimentée pour les Danois, puisque vous parlez d'expérimentation. Pourquoi ne pourrions-nous pas le faire? Il existe déjà des petites tentatives pour y parvenir, qui consisteraient à mettre en place un système de rotation lorsque les salariés quittent leur emploi pour
compétences ou une formation pour répondre à l'objectif initial que j'ai évoqué, seraient remplacés par des personnes qui sont en situation de chômage et qu'on aurait préparé à occuper cette situation. Les Danois qu'on aime bien citer au titre de la flexicurité, je crois que ce sont aussi des sociodémocrates, si j'ai bien compris la formule utilisée par la ministre. C'est une formule qui m'est pas très familière en France. Notre culture n'a jamais été très social-démocrate. Donc on a un peu de mal avec ce mot-là. Mais enfin bref, puisqu'il s'agit d'un mot qui date de quelques années et qui date de pays étrangers, on peut peut-être essayer de l'acclimater. Il est dommage d'ailleurs que lorsque on nous dit qu'il s'agit de moderniser le droit du travail, on vieillisse la politique, puisqu'on utilise des termes qui sont très vieillis, qui sont aujourd'hui obsolètes et qu'on nous présente aujourd'hui comme le symbole de la modernité politique. Je crains qu'on nous fasse la même chose sur le Code du travail. Merci. Monsieur le rapporteur, quel est l'avis de la commission sur les deux amendements, 183 184 ? Oui. Alors, la Commission a donné un avis défavorable à ces deux amendements. Cela étant, sur le 183, moi je trouve que, en tous les cas, l'idée qui est défendue et l'expérimentation à laquelle il fait référence n'est pas inintéressante. Bon, il y a défaut de conclure dans le texte et dans l'article 1er. Moi je vois que la présidente de la commission d'enquête sur les chiffres du chômage et la réforme du marché du travail est également parmi nous ce soir. Qu'elle est une de nos voisines communes d'ailleurs, et peut-être que cette expérimentation pourrait être étudiée par la commission d'enquête et qu'on voit effectivement dans quelle mesure ce type de dispositif peut trouver une transposition en France, parce qu'on sait tous très bien que comparaison n'est pas raison, qu'il est toujours intéressant de regarder ce qui se fait à l'étranger, mais qu'après, chaque modèle aussi a ses propres équilibres, mais cela étant, voilà, c'est une idée qui mérite sûrement d'être creusée. Et puis par ailleurs, tout ce qui va un petit peu dans l'activation de dépenses passives mérite d'être regardé. Il y a d'autres idées qui peuvent exister. Voilà, donc avis défavorable pour l'inscription par ces amendements 183 et 184 de ces dispositifs dans le texte de la loi, mais je crois qu'une réflexion mérite d'être poursuivie, notamment au sein de notre institution avec cette commission d'enquête. Merci. Madame la secrétaire d'État, quel est l'avis du gouvernement ? Désolée de vous décevoir. Merci Madame la Présidente. Sur les deux amendements, tout d'abord, Monsieur le Sénateur, concernant votre amendement 183, sur le dispositif de rotation que vous proposez, que vous réclamez, je suis au regret de vous dire que vous êtes déjà satisfait par ce que nous faisons. C'est un dispositif qui est déjà aujourd'hui en expérimentation dans les entreprises de moins de 10, ainsi que dans les entreprises de 10 à 49. Et nous vous proposons d'attendre l'évaluation de ce dispositif qui est actuellement en cours, d'en mesurer les résultats, d'en mesurer l'efficacité ou l'inefficacité avant de pouvoir en décider la généralisation. Donc de ce point de vue, vous êtes satisfait avant même de l'avoir demandé. S'agissant de l'amendement 184 que vous défendez en même temps, s'agissant du grand plan de formation et de qualification que vous réclamez, là aussi je pense qu'entre les interventions de la ministre et la mienne tout à l'heure, nous avons largement répondu, à la fois parce que, comme je l'ai dit, la loi du 5 mars 2014, à travers la réforme à laquelle elle procède, prévoit à la fois la déclinaison dans les territoires, le travail sur le terrain, avec à la fois l'État, les régions dont c'est la compétence en matière de formation professionnelle, les partenaires sociaux. Deuxièmement, les outils que cette loi crée avec le Conseil en évolution professionnelle, ce qui est le dispositif d'accompagnement que vous souhaitez et qui doit permettre d'accompagner le demandeur d'emploi, d'accompagner le salarié dans la définition de son parcours, dans les actions de formation qu'il souhaite lui-même choisir et décider lui-même. C'est un élément aussi important de cette loi. Ensuite, le deuxième outil, le compte personnel de formation qui est entré en vigueur en 2015, crée un droit qui est un droit désormais individuel transférable, avec des droits supplémentaires d'ailleurs créés par la présente loi pour les salariés les moins qualifiés. Là aussi, on va exactement dans le sens dans lequel vous souhaitez que nous allions. Sur la formation également, je l'ai oublié de le citer tout à l'heure, mais cette loi permet
aux personnes qui sont les moins qualifiées, un accès à une première certification, au socle de compétences et de connaissances, ce qu'on appelle le CLEA, et qui est plus connu sous ce nom d'ailleurs. Je pense que tout ça va dans le sens que vous souhaitez, de ce que vous demandez. Et enfin, s'agissant du plan 500 000 formations, vous demandez, je vous cite, un grand plan de formation. Ce plan est en cours avec 1 milliard d'euros qui a été dégagé par le gouvernement, qu'il a été proposé aux régions de décliner dans les territoires, les régions qui ont la coordination de la mise en œuvre de ce plan puisqu'elles ont la compétence et qui se déclinent dans les territoires à l'intérieur des CREFOP avec les partenaires sociaux et qui déclinent tous les outils et qui vont jusqu'au niveau des bassins d'emploi, c'est-à-dire au plus près du territoire, pour justement à la fois répondre aux besoins des entreprises de l'économie, mais aussi traiter des sujets que vous avez évoqués, c'est-à-dire la transformation profonde de notre économie et les réponses qui doivent être apportées, s'agissant particulièrement de la transition énergétique, s'agissant de la transformation numérique, et sachant que justement ce plan 500 000 permet d'apporter aux demandeurs d'emploi la brique de formation dont ils ont besoin pour permettre, sur un socle quelquefois de qualification, d'apporter le plus qui va faire qu'elles vont être immédiatement, que le demandeur d'emploi va permettre d'être immédiatement adapté aux besoins des entreprises et qui sont aujourd'hui définis par ces transformations numériques d'un côté, transition énergétique de l'autre côté, et être directement en capacité de répondre aux compétences demandées par les entreprises. Donc je pense, Monsieur le Sénateur, que quand on met bout à bout tous ces dispositifs, on est en situation de répondre à ce que vous avez exprimé et que vos demandes, dont nous mesurons bien l'importance, ne pouvons qu'aller dans votre sens en vous disant qu'elles sont d'ores et déjà en œuvre. Je vous remercie. Alors, merci. Monsieur Néry veut prendre la parole pour explication de vote, et puis ensuite, Monsieur Bourquin. Oui, Madame la Présidente, merci. La formation. Oui, c'est une condition de base pour avoir des entreprises compétitives. Nous écoutons régulièrement les chefs d'entreprise nous dire « il nous faut des travailleurs bien formés ». D'ailleurs, ce n'est pas nouveau. Vous savez bien que Jules Ferry, lorsqu'il a décidé de rendre l'école obligatoire, c'était pour que tous les petits Français apprennent à lire, écrire et compter, parce que la révolution industrielle faisait qu'il fallait qu'il n'y ait plus de salariés, de travailleurs qui n'aient pas un certain nombre de connaissances de base. Pendant de longues années, on a écouté « il nous faut des travailleurs bien formés qui répondent aux besoins d'entreprise ». D'ailleurs, Madame la secrétaire d'État vient de nous le dire. C'est la base de la compétitivité. Mais alors, je vous pose une question, Madame la Ministre. Quid de la formation en alternance? Où en est-on de la formation en alternance? Nous sommes au mois de juin. L'année scolaire va se terminer. Dans nos permanences, Madame la Ministre, nous allons voir arriver de nombreux jeunes, leurs parents, nous dire, eh bien, mon fils a été reçu à tel examen, ou il veut faire telle formation, d'ailleurs que ce soit un CAP, un BP, un BTS, un bac professionnel ou une formation. Eh bien, on dit oui, d'accord, vous avez une excellente idée. Et quelle est la question que nous posent les familles? Les familles nous posent la question suivante, c'est de nous dire, mais je ne trouve pas d'employeur. Est-ce que vous pouvez m'aider à trouver un employeur? Parce que on promet et on fait croire, on fait miroiter aux jeunes qui vont avoir une formation en alternance, donc une formation qui répond aux besoins de l'entreprise, donc qui va leur permettre d'intégrer l'entreprise. Et en réalité, eh bien, on va passer le mois de juillet, le mois d'août, c'est le mois des vacances, alors on ne va pas trop s'inquiéter. Et puis on va arriver au mois de septembre, et puis au mois d'octobre, et ces jeunes vont se trouver sans formation. Et l'alternance que beaucoup ont demandé, en particulier les chefs d'entreprise, eh bien, il n'y a pas de réponse. Mais par contre, on s'aperçoit qu'il y en a qui ne perdent pas le nord, si vous me permettez l'expression, Madame la Ministre. Ce sont ceux
qui propose déjà des formations théoriques à des prix exorbitants de 2 000, 3 000, 4 000, 5 000 euros pour avoir la formation théorique, sans se préoccuper même si les jeunes pourront avoir une formation en alternance. Alors, Madame la Ministre, je termine, Madame la Présidente, mais croyez-moi que l'impatience des jeunes que vous allez avoir dans vos permanences dans quelques jours, elles peuvent me donner quelques secondes de plus de parole. Eh bien, Madame la Ministre, Merci, Monsieur Néry. On vous redonnera la parole. Si vous m'interrompez, je reprendrai la parole après. Soyez tranquille, c'est pas grave. Simplement, Madame la Ministre, je voudrais vous dire qu'il est important que l'on impose à ceux qui ont réclamé la formation alternance la réalité de cette alternance. Laissez la parole à votre collègue, Monsieur Bourquin. Monsieur Bourquin. Je pense que l'amendement de notre collègue Gors est un bon amendement. Pour une raison essentielle, c'est que le système fonctionne au Danemark. Certes, on en voit les débuts qui se mettent en place. Il faut le généraliser. Parce que ça marche. Un salarié qui part en formation dans une PME, remplacé par un chômeur de longue durée, ça parle. Pourquoi ça parle? Parce qu'inévitablement, s'il vous plaît, cette personne est en situation de travail. Et une formation en situation de travail apporte beaucoup plus. Deuxième chose, tout à l'heure, j'ai entendu M. Cadic parler de la Grande-Bretagne. C'est bien qu'il nous en parle. On regarde beaucoup en matière de droit du travail, en ce moment, Grande-Bretagne, Italie, on regarde beaucoup aussi vers l'Espagne. J'aimerais bien, parce qu'on en parle souvent aussi, c'est l'Allemagne. Je voudrais vous parler 2 minutes de l'Allemagne. L'Allemagne, le cœur de la négociation, c'est la branche. Le cœur de la négociation, c'est la branche. Il y a des conventions collectives et des conventions sectorielles qui se font au niveau régional. Tous les 18 à 24 mois, ils se retrouvent. Ils parlent, proches du terrain, parce que les gens de la branche, ce sont les personnes qui sont dans les entreprises. Ils peuvent signer des accords de groupe, mais ils doivent être obligatoirement plus généreux que les accords de branche. Et donc, si on a un débat depuis un certain temps et on va l'avoir pendant une semaine, c'est l'entreprise ou la branche? Les deux. Les deux, l'entreprise et la branche. Parce que la branche peut beaucoup nous apporter, et sur un problème comme celui-ci, des chômeurs de longue durée qui remplacent des personnes en formation, eh bien, il peut y avoir là des choses à trouver au niveau des branches. Alors, il n'y a qu'une chose en Allemagne qui doit nous mettre d'accord, c'est la volonté de cogestion. Une volonté de trouver des accords entre le patronat et entre les salariés. On a même vu des accords de branche qui disaient, quand l'entreprise est en difficulté, eh bien, les augmentations de salaire, on les appliquera quand l'entreprise ira mieux. Mais cette volonté de mettre la branche de côté n'est pas bonne. N'est pas bonne parce que j'ai moi-même, comme syndicaliste, mené des accords de branche. Ça a été des avancées pour les employeurs comme ça a été des avancées pour les salariés. Et vouloir opposer les choses est une erreur, une gigantesque erreur. Et c'est pour ça que cet amendement, notamment, est un très bon amendement. Et on aura le débat sur l'article 2. Quand on abordera les questions de l'article 2, on veillera à avoir un vrai débat sur la place de la branche et de l'entreprise. Merci de votre attention. Bien. Monsieur Gors. Oui, juste un mot d'abord pour nos collègues de la majorité. Ils nous disent, mais allez donc dans l'entreprise, comme si on n'y était naturellement jamais allé. Mais vous avez voté le budget des services spéciaux, vous avez été agent secret autrement que devant votre télévision? Vous avez exercé dans les services de gynécologie, vous avez même été syndicaliste comme Martial Bourquin. Le rôle du parlementaire, c'est de traiter l'ensemble des sujets. Donc ne prenez pas ces arguments, ils sont un peu faciles et ils ne lèvent pas le niveau du débat. Revenons-en à la question qui nous concerne. Moi, j'ai présenté
Ah, si ça vous irrite, enfin, après tout, moi, ça me fait aussi plaisir de ne pas seulement irriter le gouvernement. Si ça vous irrite, tant mieux. Je reviens au sujet qui nous intéresse. Ce que j'ai proposé, Madame la Ministre, c'est pas... je sais qu'il y a déjà un dispositif de rotation des emplois. C'est l'articulation des deux. Ce qu'il faudrait mettre en place aujourd'hui, c'est ce grand plan de formation et de qualification qui n'est pas... Vous avez fait allusion à votre plan concernant les demandeurs d'emploi. Moi, je fais allusion directement à ceux qui sont déjà au travail et qui sont confrontés à cette question de l'élévation des qualifications. C'est la proposition qui est faite. D'où l'articulation avec l'idée de la rotation, c'est-à-dire de mettre en place un dispositif volontariste qui s'appuie sur la formation massive des salariés, considérant que c'est l'investissement qu'il faut faire, plutôt que de continuer à baisser les cotisations sociales comme on le fait, ce qui coûte extrêmement cher, de relever le niveau de formation de nos salariés de cette manière, en créant à travers une obligation de négocier et d'aboutir avec un accompagnement financier ce mouvement de formation et de qualification, et évidemment de le compléter par le mécanisme de rotation. Je fais observer qu'on dépense beaucoup d'argent sur la baisse de cotisations sociales, beaucoup d'argent pour des résultats qui sont, depuis le début, extrêmement modestes. Alors on crée une accoutumance, on ne peut pas retirer ces baisses de cotisations, parce que pour le coup, ça se traduirait par un alourdissement des charges des entreprises, mais pour le coup, ce n'est pas dans ce sens-là qu'il faut aller, parce qu'on encourage les entreprises à maintenir, d'autant plus qu'on a des niveaux, même si on les a relevés petit à petit, des niveaux de prise en charge des baisses de cotisations qui maintiennent, au fond, l'échelle des salaires à un niveau relativement faible. On encourage les entreprises dans des pratiques qui ne sont pas celles, j'allais presque dire, pas par provocation, mais on devrait y réfléchir, que c'est presque les entreprises qui augmentent les salaires, et c'est au-delà d'1,5 fois le SMIC qu'on devrait donner ces allocations, c'est encourager les entreprises à faire ce travail de qualification, d'élévation des qualifications, et donc des salaires, parce que si on a un problème de pouvoir d'achat dans ce pays, c'est aussi parce que les salaires sont trop bas, parce que les qualifications sont trop faibles. C'est ça dont peine notre économie, ce n'est pas d'un poids excessif, ni des cotisations sociales, ni du Code du travail. Merci, Monsieur Gors. Monsieur Cadic a la parole. Oui, merci Madame la Présidente. Oui, simplement pour réagir à ce qu'a dit Monsieur Bourquin. Lorsque la délégation aux entreprises est allée à Londres, on a fait un rapport et on a justement, sur le témoignage des entrepreneurs français installés là-bas, on nous a parlé de ce qui s'est passé en 2008. Vous savez, la grande crise qui a frappé le Royaume-Uni, et justement de tous ces nombreux cas d'entreprises où les salariés de l'entreprise faisaient le choix, avec l'entrepreneur, de plutôt travailler que 3 jours, plutôt que d'être licenciés. Donc c'était des choix qui se faisaient aussi au niveau des entreprises. Vous avez raison de dire qu'il ne faut pas opposer branche et entreprise. Simplement, il faut peut-être penser à la liberté qu'a une entreprise justement de rejoindre une branche ou pas. Et dans certains cas, la branche fonctionne bien et est très utile et il faut la faire fonctionner. Donc je vais dans votre sens en disant qu'il ne faut pas les opposer les uns et les autres, mais il faut donner la liberté effectivement aux entreprises et faire confiance aux gens. Merci beaucoup. Plus de prise de parole, merci. Je vais mettre aux voix le 183 rectifié bis qui a reçu 2 avis défavorables. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Enfin, ils ne sont pas adoptés puisque je suppose que c'est le même vote. Oui. Merci. Le 115 rectifié, Monsieur Antiste, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Madame la Ministre, chers collègues, bien qu'ayant été introduit dans le droit français depuis près d'un demi-siècle, le principe à travail égal, salaire égal n'est toujours pas respecté dans la pratique, puisqu'un écart de 10% environ subsiste pour des emplois équivalents. Alors, la refondation de la partie législative du Code du travail doit, selon moi, être l'occasion de mettre en place des sanctions suffisamment dissuasives pour les entreprises afin d'assurer l'application effective de cette égalité salariale entre femmes et hommes occupant un poste équivalent à ancienneté et compétences égales. C'est ainsi que je propose, après l'alinéa 4, d'insérer un article ainsi rédigé, garantir par des sanctions appropriées une égalité salariale effective entre femmes et hommes occupant un poste équivalent à ancienneté et compétences égales. Merci beaucoup. Monsieur le rapporteur.
Merci Madame la Présidente. Bon, je crois que nous pouvons tous partager l'objectif de l'auteur de l'amendement sur l'égalité salariale effective. Nous, dans notre esprit, il rentre vraiment justement dans cet alinéa 4 qui pose le principe général de protection des droits et libertés fondamentales des travailleurs. Cet alinéa, en fait, il est un clin d'œil appuyé au travail de la commission Badinter, bon travail qui effectivement n'est pas retenu en tant que tel dans le corps du projet de loi, mais on se souvient que le principe 31 des travaux de M. Badinter justement consacrait l'égalité de rémunération, et donc voilà, c'est vraiment pour nous intégré dans cette alinéa 4. S'agissant sur le fond du dossier, moi je veux rappeler d'ailleurs le travail constant accompli par tous les gouvernements qui se sont succédés, et notamment cette loi de 2006 sur l'égalité salariale, je crois portée à l'époque par Nicole Hamelin de mémoire, qui justement a mis en place quand même des sanctions assez significatives, c'est-à-dire que toute entreprise qui n'a pas conclu eh bien un plan d'égalité professionnelle, qui comprend notamment l'égalité salariale, peut se voir attribuer une sanction de l'ordre de 1% de la masse salariale. C'est pas rien. Donc tout ça pour dire que justement cette logique de sanction a été inscrite dans la loi déjà en 2006. Maintenant, j'ai pas d'éléments statistiques. Peut-être que la ministre en aura. Mais tout ça pour vous dire que naturellement, nous partageons vos préoccupations. Que pour nous, l'amendement est satisfait par le 4e alinéa de notre article à travers ces droits et libertés fondamentales. Et vous dire que j'espère que ce travail de résorption des écarts enclenché déjà depuis de nombreuses années, avec des sanctions à la clé, eh bien en tous les cas, permettra une convergence pour très vite. Avis défavorable néanmoins, donc vous l'avez compris. Madame la ministre, quel est l'avis du gouvernement? Merci Madame la Présidente. C'est également un avis défavorable, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que l'enjeu de cette commission, c'est justement de travailler à droit constant et qui relève justement des parlementaires de faire évoluer le droit. Donc, bien évidemment, je comprends tout à fait le sens de votre amendement et le partage bien évidemment. Les écarts injustifiés de salaire entre les femmes et les hommes sont tout à fait inacceptables dans notre pays. Mais vous me donnez l'occasion aujourd'hui de vous dire un petit peu ce qu'il en est. Il y a de nombreux outils, monsieur le rapporteur l'a dit, qui ont été mis en œuvre, et le gouvernement s'est également activement engagé notamment dans le cadre à la fois de l'encadrement du temps partiel, mais pas seulement, le renforcement des accords sur l'égalité professionnelle. Aujourd'hui, où en est-on? Il y a à peu près 2100 entreprises au 15 janvier dernier qui ont fait l'objet d'une mise en demeure. Ce que nous constatons, c'est que nous avons une difficulté quand même, puisque seulement 34% des entreprises de 50 à 299 salariés sont couverts par un accord. 69% des entreprises de 299 à 900 à 1000 et 84% des entreprises de plus de 1000. Donc il y a en effet des mises en demeure qui sont mises en place, donc 2100. Dans le cadre de ces mises en demeure, 6% font l'objet d'une sanction. Les mises en demeure, c'est 6 mois pour se mettre en règle. Et dans ce cadre-là, c'est à peu près 408 000 € qui ont été reversés aujourd'hui à ce stade. Notre sujet aujourd'hui, c'est comment nous arrivons dans les plus petites entreprises. Et j'étais encore il y a quelques mois devant le CSEP, le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle, pour identifier les leviers, justement pour que nous arrivions dans les entreprises entre 50 et 250 salariés à développer ces accords sur l'égalité salariale. Et en même temps, nous sommes actuellement dans aussi des dispositions pour multiplier également les contrôles. Donc, je partage tout à fait à la fois votre volonté. L'enjeu de cette commission, comme je l'ai dit tout à l'heure au sénateur Gors, qui n'est pas d'ajouter des objectifs puisque c'est à droit constant et pour moi c'est une garantie en direction des salariés et qu'il revient aux parlementaires, ce n'est pas une commission d'experts ou de praticiens du droit social, de faire, même en lien avec les partenaires sociaux et les associations de la société civile, de faire évoluer le droit. Mais donc c'est pour cela que je vous propose un retrait ou alors un avis défavorable. Monsieur Antiste. Oui, j'entends bien, commission d'accord, ministre d'accord. Alors ma question est la suivante. En quoi cela dérangerait-il que l'on fasse ce rappel en maintenant mon amendement? Bien. Et j'invite donc l'Assemblée à aller dans mon sens, à l'unanimité. Madame, j'ai un trou de mémoire. Madame Cohen. Voilà.
Oui, rapidement, une explication de vote, parce que j'entends ce que vient de dire Madame la Ministre et je ne doute pas effectivement de son engagement pour essayer d'obtenir l'égalité professionnelle et l'égalité salariale. Mais le problème, c'est qu'on est en 2016, qu'il y a de nombreuses lois qui vont dans ce sens-là, et depuis des années, et qu'elles ne sont pas appliquées. Et qu'on essaye, on se creuse la tête pour dire mais comment allons-nous faire pour que les entreprises finalement respectent les lois. Ça veut dire quand même un manque à gagner de 52 milliards pour la protection sociale. Je l'ai dit devant l'un des responsables de la Cour des comptes qui ne m'a absolument pas contredite et qui a dit oui mais le problème c'est que ça ouvrirait des droits nouveaux, effectivement, une meilleure retraite, puisque quand il y a des meilleurs salaires, etc., ça entraîne effectivement des droits nouveaux. Donc moi, je pense qu'en 2016, il est important de suivre ce que dit notre collègue, parce qu'à un moment donné, il faut que ces contournements de la loi cessent. L'égalité, elle doit être pleine et entière entre les femmes et les hommes. Il n'y a aucune raison qu'elle ne soit pas pleine et entière. Que ce soit l'égalité professionnelle, que ce soit l'égalité salariale. Alors ça n'est jamais le bon véhicule, ça n'est jamais le bon moment, et on voit que de toute façon prolifèrent des temps partiels imposés, prolifèrent des bas salaires pour les femmes, et prolifèrent donc ces contournements de la loi. Donc d'ailleurs, regardez, la Commission des affaires sociales ne vise même pas l'égalité, la parité dans la constitution de la Commission, mais c'est tendre à. C'est-à-dire on est en perpétuel, on va tendre à la parité. Eh bien, il y en a ras-le-bol. L'égalité, elle doit être respectée et il faut le manifester dans tous les véhicules qui nous permettent. C'est une possibilité. J'invite à voter en faveur de l'amendement de mon collègue. Merci. Monsieur Gors, vous avez la parole. Oui, je fais la même chose. Je souhaite que l'on vote cet amendement parce que je ne peux pas m'empêcher de faire le rapprochement avec les débats que nous avons eus précédemment. À chaque fois, on nous dit mais les choses existent déjà ou sont en route sur l'emploi, par exemple. On a une politique de l'emploi formidable. Il suffit de mobiliser les moyens, déjà commencer, sauf que ça fait plus de 25 ans que ça dure et que le chômage de longue durée, le chômage de masse reste aussi important et que nos concitoyens le sachent. La formation et la qualification, tout est en place. On fait des réformes, elles ont déjà été faites, on continue à les faire. La rotation des emplois, ça existe. Bref, rien ne fonctionne. On a un système de formation qui bénéficie toujours au même. On a un système des politiques de l'emploi qui ne réduisent pas le chômage. On a des politiques qui affichent l'égalité homme-femme en matière salariale depuis des années et qui ne produisent pas de résultats. Et ça continue et on se contente de déclarations. Il ne faut pas s'étonner ensuite que nos électeurs nous sanctionnent dans les urnes. Ce qu'ils veulent, c'est des actes, pas seulement l'accumulation de déclarations. C'est des mesures qui soient sans doute concrètes mais suivies d'une volonté. C'est ça une politique réformatrice. Madame Bouchoux, vous avez la parole. Madame la Présidente, Mesdames les Ministres, Monsieur le Président de la Commission, mes chers collègues, à cette heure tardive, c'est typiquement, et je remercie la Ministre de la précision de ces chiffres concernant les entreprises concernées, c'est typiquement le type d'amendement qu'il sera difficile d'expliquer au grand public que nous ne le votons pas parce que nous en partageons la finalité, mais que c'est pas possible en ce moment, que ça va poser des problèmes dans certaines entreprises. Et en tout cas, s'il y a dans notre Assemblée ce soir des membres de la délégation aux droits des femmes, c'est typiquement le type d'amendement qui, ici, depuis très longtemps, sur tous les bancs, fait relativement consensus de juste dire que l'égalité salariale, il faut à emploi équivalent que ce soit maintenant. Et très franchement, je comprends, Madame la Ministre, vos prudences, mais c'est juste pas explicable au grand public. Donc, pour cette raison-là, il me paraît important qu'au moins sur ce point-là, nous ayons un vote unanime. Merci. Monsieur Cadic, vous avez la parole et je vous oublie pas. Oui, mais on est tous d'accord avec le concept. Mais il y a 21 discriminations dans le code pénal. Pourquoi on ne va pas mettre à chaque discrimination là, à cet endroit-là ? Donc c'est ça, si on rajoute tout à ce niveau-là, on recommence. Donc c'est pour ça que, évidemment qu'il faut faire respecter, il faut que le Code du travail, encore une fois, s'il vous plaît, donc encore une fois, donc, on est tous conscients qu'il faut qu'il y ait une égalité salariale, mais encore une fois, il faut lutter contre toutes les discriminations, pas seulement celle-là. La Ministre. Merci Madame la Présidente. Je n'ai pas dit que ça posait des problèmes aux entreprises, ça ce n'est pas mon problème. Mon problème à moi c'est d'appliquer la loi. C'est pour ça que j'ai souhaité vous donner des données très concrètes
sur l'application de cette loi, sur les difficultés qu'on avait dans les plus petites entreprises, justement pour la mise en œuvre. Mais le principe et la loi, j'ai juste dit que la commission de refondation, elle n'était pas là pour faire évoluer le droit, elle était là pour me laisser une plus grande place à la négociation collective. D'ailleurs, j'ai dit que j'invitais au retrait parce que justement, ce n'était pas le cadre de cette commission. Voilà ce que j'ai dit. Mais l'objectif, si tous les mois, je demande, justement, suite à ma rencontre au CSEP, si tous les mois, je demande un bilan de mes services sur à la fois les mises en demeure qui sont mises en œuvre, sur les amendes qui sont mises en œuvre, c'est bien parce que je considère que ce sujet est particulièrement important et au-delà des lois qui sont votées, il me revient de les mettre en œuvre. Par ailleurs, une volonté réformatrice, ce n'est pas que des mots. Quand l'État est actuellement en train, avec les régions, de former près de 500 000 demandeurs d'emploi, je ne considère pas, moi qui vais sur les territoires avec Clotilde Walter, avec les présidents de région, je considère que là, pour des personnes qui attendaient depuis 6-8 mois un financement de la région, je ne considère pas que c'est des mots, mais je considère des actes, justement, qui redonnent un peu de crédibilité à la politique. Monsieur Néry, vous avez la parole. Merci, très rapidement. La fonction première d'un parlementaire, c'est de faire la loi. Et la loi, elle doit effectivement être là pour protéger les citoyennes et les citoyens et de faire en sorte que on réponde aux valeurs fondamentales de la République, de liberté, d'égalité et de fraternité. Eh bien, dans la proposition de notre collègue Antiste, qu'est-ce qu'il demande? Il demande tout simplement davantage d'égalité et de sanctuariser l'égalité homme-femme au niveau des salaires dans la loi. Écoutez, tout le monde semble d'accord. Ça serait quand même une belle chose si à minuit 35, au moment de clôturer la séance, on arrivait à voter à l'unanimité un texte sur lequel on est d'accord. Car je ne me contenterai pas que certains nous disent « je suis pour, mais je vote contre ». Un peu de cohérence, mes chers collègues. Si on est pour, on vote pour. Moi, je suis pour l'égalité homme-femme, en particulier au niveau des salaires. Donc, je voterai, je vous invite à voter l'amendement de M. Antiste. Monsieur Joyandet, vous avez la parole. Je ne veux pas allonger les débats, je veux faire juste une suggestion, éventuellement pour rectifier l'amendement. À chaque fois qu'on parle d'entreprise et qu'on fait un texte en plus pour les entreprises, c'est toujours sous l'angle de la punition. L'entreprise, elle est suspectée systématiquement. C'est comme pour les contrôles fiscaux, on vient régulièrement, y compris quand on ne trouve rien, on revient encore. Je croyais que tout le monde voulait changer la relation entre l'administration et l'entreprise. Donc moi, ce que je suggère, c'est rectifier cet amendement. Plutôt que de pénaliser les entreprises qui ne sont pas tout à fait à l'égalité, je pense qu'on devrait instaurer une prime pour celles qui sont déjà à l'égalité, ce qui fait que progressivement, elles auraient toutes envie d'arriver à cette égalité. Bien. Madame qui? Madame Cukierman. Très rapidement, merci Madame la Présidente. Je ne peux que réagir sur la dernière intervention, mais je crois que malheureusement, en matière d'égalité salariale, on ne fait pas suspecter, on ne fait malheureusement que constater. Oui, aujourd'hui, c'est une réalité, ce n'est pas une suspicion que certaines entreprises peut-être pratiqueraient une inégalité salariale qui ferait que peut-être d'ailleurs à la fin de leur vie professionnelle, les femmes seraient moins bien payées et donc bénéficieraient d'une retraite moins importante. C'est des réalités malheureusement quotidiennes. Chaque 8 mars, la presse, dans toute sa diversité, y compris, fait état du même article année après année, malgré, cela a été rappelé précédemment, un certain nombre de lois qui aujourd'hui existent, qui ne sont pas appliquées. Donc la question, c'est pas de donner une prime à celles qui appliquent la loi, mais c'est de sanctionner celles qui ne l'appliquent pas et réellement de prendre cette question-là à bras-le-corps en étant volontariste. Parce qu'effectivement, quand on n'est pas volontariste, eh bien, on génère des inégalités et on ne protège pas les plus faibles, on ne corrige pas ces inégalités. En tout cas, c'est pour ça que nous voterons cet amendement. Bien. Je vais mettre aux voix l'amendement 115 rectifié qui a été... Madame Bric. Oui, moi, je voudrais dire un mot parce que je vois que tout le monde s'enflamme. C'est bien pour faire respecter l'égalité
des femmes dans notamment le travail. Je voudrais quand même rappeler que là, il s'agit de l'article 1, c'est qu'une commission doit réécrire le Code du travail à droit constant. La ministre n'a pas arrêté de le dire. Et ce n'est pas à cette commission à faire la loi à notre place. Là, vous proposez une modification. Je la comprends, je la partage, mais nous allons avoir dans quelque temps un texte sur l'égalité citoyenne. Vous parlez d'égalité, c'est dans ce texte que vous devez faire ces propositions. Et si vous voulez la sortir de sanctions, vous pouvez le faire, mais ce n'est pas la commission qui va faire ce travail. Alors, si vous voulez le voter, vous le votez. Mais comme vous avez du reste voté les précédents amendements, mais c'est exactement le même objet. Ce n'est pas à la commission d'experts que la commission veut encadrer. Du reste, quand demain matin, le groupe communiste ou demain après-midi va proposer un amendement qui modifie le texte de la commission, là, il en sera autrement. Mais là, on ne parle pas de ça. On parle de la commission d'experts. Et c'est quand même pas des experts qui vont faire la loi à ma place. Ça, je regrette, ça marche pas. Pas pour Bien, après cette dernière intervention, je vais mettre aux voix l'amendement 115 rectifié qui a été présenté par M. Antiste et qui a reçu 2 avis défavorables. Qui est pour? Alors. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Qui est contre? Eh bien, on va faire un assis debout pour la fin. Ah ben, c'est comme ça, hein. On ne peut pas faire autrement, parce qu'à 1 d'écart, moi, je fais un assis debout. Alors, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient, il n'est pas adopté. Mes chers collègues, je vais lever la séance. Nous avons examiné 5 amendements. Je tenais à vous le faire savoir, n'est-ce pas? Il en reste donc 887 à examiner. Voilà, vous avez donc pu suivre une partie de l'examen, le début de l'examen de l'article 1. Les discussions reprendront cet après-midi. Vous pourrez les suivre, bien sûr, en direct sur notre antenne. Et en attendant, vous pouvez revoir, bien sûr, ce programme sur notre site internet publicsénat.fr.